Les tablettes sumériennes ne décrivent pas des événements isolés. Elles enregistrent des ruptures, des villes devenues silencieuses, des terres rendues stériles, des populations déplacées sans retour. Dans ces récits fragmentaires, la destruction n'est jamais spectaculaire. Elle est constatée après coup, à travers des absences mesurables. Les archives bibliques de Sodome et Gomorrhe procèdent de la même manière. Le feu y apparaît comme une conséquence, non comme un récit central. Depuis des décennies, certaines lectures ont tenté de rapprocher ces deux traditions, cherchant dans leur langage ancien l'empreinte d'un phénomène anormal, technologiquement avancé ou incompris. Pourtant, les textes eux-mêmes restent prudents. Ils parlent de chaleur persistante, de vents toxiques, de sols altérés sur plusieurs générations. Rien n'est affirmé, tout est noté. Ce qui demeure troublant n'est pas ce qu'ils expliquent, mais ce qu'ils laissent intact, comme si la catastrophe avait excédé le vocabulaire disponible au moment où elle fut consignée. Avant que les textes ne parlent de destruction, ils décrivent un espace stable. Une plaine basse, ouverte, traversée par des routes commerciales anciennes, bordée de zones humides et de terres cultivables. Les sources mésopotamiennes les plus anciennes évoquent en ce type de territoire comme un lieu de continuité plutôt que de conflit. Les villes y sont définies par leurs échanges, leurs temples, leurs systèmes d'irrigation. Rien n'indique une frontière instable ou un théâtre de guerre fréquent. Cette normalité est essentielle car elle constitue le point de référence silencieux à partir duquel la rupture devient lisible. Dans plusieurs tablettes administratives sumériennes, la plaine méridionale est mentionnée indirectement à travers des listes de récoltes, des itinéraires, des redevances. Ces documents n'ont pas vocation à raconter des événements exceptionnels. Ils enregistrent ce qui se répète. Or, à partir d'une certaine période, ces mentions se raréfient, puis cessent. Il ne s'agit pas d'un abandon progressif. La disparition est abrupte. Les lieux ne sont pas renommés, déplacés ou intégrés à d'autres districts. Ils cessent simplement d'apparaître. Pour les scribes, ce silence semble aller de soi, comme si le territoire avait perdu toute fonction administrative, donc toute pertinence. Les récits plus tardifs, d'origine akkadienne ou amorite, regardent cette plaine depuis un temps déjà éloigné. Ils parlent d'un espace autrefois habité, désormais impropre à l'installation humaine. Le vocabulaire utilisé n'insiste pas sur la violence du moment initial, mais sur l'état durable du sol. Les mots reviennent autour de l'amertume, de la stérilité, de la chaleur persistante. Ce ne sont pas des métaphores isolées, elles apparaissent dans des contextes pratiques liés à l'agriculture, à l'élevage, à la circulation. La plaine n'est plus décrite comme détruite, mais comme inutilisable. Dans la tradition biblique, Sodome et Gomorrhe occupent une position similaire. Avant leur disparition, elles sont situées dans une région fertile, arrosée, comparée à d'autres zones prospères du Proche-Orient ancien. Là encore, la fertilité est soulignée avant la catastrophe, comme pour marquer l'ampleur de la transformation. Après l'événement, la description se resserre sur l'irréversibilité. La terre ne produit plus. L'air est altéré. La région devient un repère négatif, un lieu que l'on contourne plutôt qu'un espace que l'on conquiert. Ce qui frappe lorsqu'on met ces traditions en regard, ce n'est pas la similitude des récits de destruction, mais l'accord sur l'avant. Une plaine fonctionnelle, intégrée, connue. Les textes semblent de vouloir établir que rien, dans l'état initial du territoire, ne permettait d'anticiper ce qui allait suivre. La catastrophe n'est pas présentée comme la conséquence logique d'un conflit, d'une dégradation ou d'une malédiction progressive. Elle surgit dans un espace qui, jusqu'alors, remplissait toutes les conditions de la permanence. Les données archéologiques confirment partiellement cette image. Les couches les plus anciennes révèlent des installations humaines continues, des réseaux hydrauliques entretenus, des échanges matériels avec des régions voisines. Puis apparaît une rupture stratigraphique nette. Les niveaux supérieurs ne montrent pas de reconstruction immédiate. L'absence est prolongée. Là où l'on s'attendrait à voir d'autres populations occuper le vide laissé par des villes détruites, on observe un retrait durable. La plaine reste vide bien au-delà de ce que justifierait un simple effondrement politique. Les textes ne tentent pas d'expliquer cette rupture par des causes identifiables. Ils ne mentionnent ni invasion, ni famine, ni déplacement de populations ennemies. Cette absence de causalité explicite est cohérente avec le style des archives anciennes, mais elle devient significative lorsqu'elle est répétée. La plaine n'est pas tombée, elle a cessé de fonctionner. Cette nuance traverse les traditions sans être commentée. Il est tentant, rétrospectivement,
de projeter des interprétations modernes sur ce silence. Mais les textes eux-mêmes résistent à toute lecture spectaculaire. Ils se contentent de constater un avant et un après, sans transition narrative. La plaine avant les ruines est décrite avec précision. La plaine après n'est presque plus décrite du tout. Entre les deux, il n'y a pas de récit détaillé, seulement une discontinuité. Cette manière d'écrire suggère que, pour les scribes, l'événement central n'était pas directement représentable. Ce qui importait, c'était son effet durable sur l'espace. Un territoire qui ne pouvait plus être intégré à l'ordre humain sortait du champ du récit ordinaire. Il devenait une marge, une zone muette. C'est peut-être pour cette raison que les traditions ultérieures ont tenté de remplir ce vide par des images de feu et de chutes célestes, sans jamais parvenir à stabiliser une description commune. Ainsi, la plaine avant les ruines reste le point le plus solide de ces récits. Elle est décrite parce qu'elle était connaissable. Ce qui l'a transformée ne l'est pas. Et cette asymétrie, plutôt que les images de destruction, constitue la première donnée troublante transmise par ces textes anciens, ouvrant naturellement la question de la manière dont une catastrophe peut effacer non seulement des villes, mais aussi le langage censé en rendre compte. Les archives de Nippur occupent une place singulière dans la mémoire mésopotamienne. Centre religieux, avant d'être politique, la ville a conservé des tablettes dont la fonction n'était pas de raconter, mais de conserver. Inventaire, offrandes, correspondances administratives, relevés de terre. Ces documents sont d'une sobriété constante. Ils ne cherchent pas à interpréter le monde, seulement à le stabiliser par l'écriture. C'est précisément pour cette raison que leur silence attire l'attention. Dans les périodes les plus anciennes, les tablettes de Nippur mentionnent régulièrement des régions périphériques. Elles apparaissent dans des contextes ordinaires, associés à des échanges, à des flux de matières premières, à des déplacements de personnes. Les lieux sont nommés sans emphase, comme s'ils allaient de soi. Puis, progressivement, certaines de ces régions ne sont plus évoquées que de manière indirecte. Leur nom subsiste, mais détaché de toute activité concrète. Il ne s'agit plus d'un territoire exploité, mais d'un point de référence abstrait, parfois même d'un avertissement géographique. Ces mentions tardives sont rares, mais cohérentes entre elles. Elles n'expliquent jamais pourquoi ces zones ne participent plus à l'économie ou au culte. Elles constatent simplement qu'aucune ressource n'en provient plus, qu'aucune caravane n'en arrive, qu'aucune autorité locale n'y est reconnue. Le langage reste administratif, presque indifférent. Pourtant, cette indifférence elle-même est significative. Elle suggère que la rupture était déjà ancienne au moment de l'écriture, suffisamment intégrée pour ne plus nécessiter de justification. Certains termes employés dans ces tablettes ne sont pas courants. Ils décrivent des terres fermées, non par décret, mais par condition. Le mot utilisé ne renvoie pas à une interdiction humaine, mais à une impossibilité pratique. La terre n'est pas défendue, elle est évitée. Les scribes n'emploient pas le vocabulaire du danger immédiat, mais celui de l'inadéquation durable. Le sol est décrit comme impropre, non rentable, instable. Ces qualificatifs apparaissent dans des contextes précis lorsqu'il s'agit de justifier l'absence d'exploitation ou la réaffectation de ressources vers d'autres régions. Il est frappant de constater que ces tablettes n'associent jamais cette impropriété à un événement récent. Aucune date, aucune cause, aucune autorité responsable n'est mentionnée. Le territoire semble avoir basculé hors du temps administratif. Il n'évolue plus, ne se transforme plus, ne fait plus l'objet de décisions. Il est figé dans un état qui n'appelle aucune intervention. Cette manière de consigner l'absence diffère nettement de celle utilisée pour les régions ravagées par des conflits ou des catastrophes naturelles connues, qui font généralement l'objet de reconstruction, de exemptions temporaires ou de réorganisation. Les traditions ultérieures ont parfois tenté de combler ce vide en relisant ces mentions tardives à la lumière de récits mythologiques. Pourtant, les tablettes de Nippur résistent à cette superposition. Leur neutralité empêche toute dramatisation rétrospective. Elles ne disent pas que la Terre a été détruite. Elles disent qu'elle ne compte plus. Cette distinction est essentielle. Dans la logique administrative mésopotamienne, ce qui ne compte plus n'est pas nécessairement ruiné, mais devenu incompatible avec l'ordre humain tel qu'il est conçu. Lorsque l'on compare ces archives avec d'autres corpus, une différence apparaît. Les tablettes provenant de villes touchées par des guerres ou des crues majeures continuent de mentionner ces territoires, même sous une forme dégradée. Les pertes sont enregistrées, les tentatives de récupération aussi. À Nippur, pour les régions concernées, il n'y a ni perte ni tentative.
Il y a un retrait silencieux, comme si le problème ne relevait pas de la gestion, mais de la nature même du lieu. Ce retrait est d'autant plus notable que Nippur, en tant que centre religieux, avait pour vocation de maintenir une cartographie symbolique du monde. Les terres y étaient liées à des divinités, à des cycles, à des fonctions cosmiques. Or, dans les mentions tardives, cette dimension disparaît également. Les dieux associés à ces régions ne sont plus invoqués. Les offrandes cessent. Les fêtes ne sont pas déplacées ailleurs. Elles sont simplement abandonnées. Cela suggère que la rupture n'affectait pas seulement l'économie, mais aussi la possibilité même d'inscrire ces lieux dans un ordre sacré cohérent. La Bible hébraïque, rédigée bien plus tard, adopte une stratégie différente pour évoquer une situation comparable. Elle transforme l'absence en récit moral. Les villes détruites deviennent des exemples, des repères narratifs. Pourtant, là aussi, certains détails rejoignent le silence des tablettes. La région de Sodome et Gomorrhe n'est pas reconquise ni réattribuée. Elle demeure en marge, mentionnée comme une limite, un espace dont on se souvient surtout pour ce qu'il n'est plus. Les tablettes de Nippur, par leur sécheresse même, semblent témoigner d'un événement dont les conséquences excédaient les cadres habituels de compréhension. Elles ne cherchent pas à nommer ce qui s'est produit, peut-être parce que cela ne relevait pas des catégories disponibles. Elles enregistrent l'état du monde tel qu'il est devenu, sans tenter de le relier explicitement à un passé explicable. Cette posture n'est ni mystique ni dramatique, elle est pragmatique. Le monde a changé, l'écriture s'y adapte. Ce qui demeure troublant, c'est la cohérence de cette adaptation. Elle n'est pas ponctuelle, mais durable. Les siècles passent, les dynasties changent, les langues évoluent, et pourtant ces régions restent absentes des registres actifs. Elles ne réapparaissent pas sous un autre nom, ne sont pas redéfinies. Leur exclusion semble définitive. Pour une civilisation fondée sur la transmission et la répétition, cette permanence de l'absence est exceptionnelle. Ainsi, les mentions tardives de Nippur ne livrent pas un récit de destruction. Elles livrent quelque chose de plus discret et peut-être plus dérangeant. La trace d'un monde qui a appris à composer avec un vide qu'il ne pouvait ni réparer ni expliquer et qui a choisi par nécessité de l'intégrer comme une donnée stable de la réalité. Dans les textes anciens, le feu n'est presque jamais décrit comme un instant. Il est un état. Lorsqu'il apparaît dans les archives mésopotamiennes ou bibliques associées à des territoires détruits, il ne correspond pas à une scène, mais à une persistance. Le vocabulaire ne s'attarde pas sur l'embrasement initial. Il note ce qui demeure après, ce qui continue alors que tout le reste s'est interrompu. Cette manière d'écrire déplace l'attention du moment de la catastrophe vers sa durée, comme si l'essentiel ne résidait pas dans la violence de l'événement, mais dans son refus de s'achever. Dans plusieurs traditions du Proche-Orient ancien, le feu est lié à la purification ou au jugement. Pourtant, dans les récits associés à des terres rendues inhabitables, cette symbolique habituelle se fissure. Le feu n'accomplit rien. Il ne transforme pas le chaos en ordre. Il ne prépare pas un renouveau. Il reste. Les textes utilisent des expressions qui suggèrent une chaleur continue, une combustion sans flamme visible, une activité invisible mais perceptible à long terme. Ce feu n'éclaire pas. Il n'est pas montré. Il est déduit de ses effets. Les tablettes évoquant certaines régions méridionales parlent de sols brûlants bien après l'abandon humain. Elles n'en font pas un prodige. Elles l'intègrent comme une donnée contraignante. Les caravanes évitent ces zones non à cause d'un danger immédiat, mais parce que les animaux y dépérissent, que l'eau y est altérée, que les campements ne tiennent pas. Le feu, dans ce contexte, n'est plus une force active. Il est devenu une condition permanente du lieu, comme si la terre elle-même avait changé de régime. Dans la tradition de Sodome et Gomorrhe, le feu est mentionné de manière tout aussi indirecte. Le texte biblique parle de pluie de feu, mais s'attarde davantage sur les conséquences visibles longtemps après. La fumée qui s'élève du sol est décrite comme celle d'une fournaise, non pour évoquer une vision spectaculaire, mais pour signaler une activité souterraine persistante. Le paysage est transformé de façon irréversible. La végétation disparaît, les repères familiers s'effacent. Le feu devient une signature durable, non un épisode. Ce qui frappe dans ces récits, c'est l'absence de tentative d'extinction. Nulle part il n'est question d'éteindre le feu, de le combattre, de le contenir. Il n'est pas traité comme un phénomène contre lequel une action humaine serait envisageable. Il est accepté comme un état du monde. Cette posture contraste avec d'autres descriptions de catastrophes, où l'effort de réparation occupe une place centrale. Ici, il n'y a pas de reconstruction, pas même de lamentation prolongée.
le feu semble avoir placé le territoire hors de portée de toute initiative. Les sources plus tardives, qu'elles soient grecques ou romaines, évoquent parfois des régions de l'Orient où le sol brûle encore, où des flammes surgissent sans combustible apparent. Ces mentions, bien que séparées chronologiquement des récits sumériens ou bibliques, reprennent une même logique descriptive. Le feu est perçu comme une propriété du lieu, non comme un événement en cours. Il est intégré au paysage au même titre que le sel, la roche ou l'absence d'eau douce. La mémoire de la destruction se confond avec l'observation d'un état durable. Dans les textes administratifs, cette persistance du feu se traduit par des choix pragmatiques. Les routes sont redirigées, les frontières sont redessinées, les zones concernées deviennent des marges fixes, des espaces de séparation plutôt que de transit. Le feu, sans être nommé directement, agit comme un facteur de structuration territoriale. Il redéfinit les distances, les échanges, les hiérarchies régionales. Ce rôle silencieux est peut-être plus significatif que toutes les images de destruction, car il inscrit la catastrophe dans la longue durée. Il est notable que ce feu persistant ne soit jamais attribué explicitement à une cause humaine. Les textes évitent toute responsabilité identifiable. Même lorsqu'un jugement divin est évoqué, il ne s'accompagne pas d'une description technique ou circonstanciée. Le feu semble venir d'ailleurs, ou plutôt d'un ordre qui échappe à la compréhension humaine. Cette indétermination protège le récit de toute banalisation. Le feu n'est pas une arme, ni un accident, ni une punition ciblée. Il est une rupture ontologique, un changement dans le comportement même du monde. Les traditions orales qui ont survécu autour de ces régions renforcent cette impression. Elles parlent de terres qui brûlent encore sous la surface, de nuits où la chaleur remonte du sol, de pierres noircies qui ne servent plus à la construction. Ces récits ne cherchent pas à impressionner. Ils servent à transmettre une information pratique, un avertissement. Ne pas s'installer, ne pas cultiver, ne pas s'attarder. Le feu devient une mémoire incorporée dans les usages, transmise sans explication détaillée. L'absence de description précise du feu initial peut être interprétée comme une limite du langage ancien, mais elle peut aussi indiquer autre chose. Peut-être que ce qui s'est produit ne correspondait à aucune expérience antérieure suffisamment proche pour être nommé. Les scribes auraient alors choisi de décrire ce qu'ils pouvaient observer sur le long terme, plutôt que de tenter de fixer un événement qui dépassait leurs cadres habituels. Le feu, dans ce cas, n'est pas un souvenir direct, il est une trace. Cette trace traverse les siècles sans s'atténuer complètement. Même lorsque les récits deviennent plus symboliques, même lorsque les traditions religieuses s'approprient ces événements pour en faire des leçons morales, le détail du feu persistant demeure. Il résiste à l'allégorie. Il ancre le récit dans une matérialité dérangeante. Quelque chose a continué à agir là où tout aurait dû se stabiliser. Cette continuité anormale est peut-être ce qui a le plus marqué les mémoires anciennes. En fin de compte, le feu qui ne s'éteint pas n'est pas seulement un motif narratif. Il est un indicateur de déséquilibre durable. Il signale que la catastrophe n'a pas seulement détruit des villes ou des populations, mais qu'elle a modifié les conditions mêmes de l'habitabilité. Les textes, en refusant de s'attarder sur le moment spectaculaire, nous obligent à considérer la destruction comme un processus étendu, dont les effets se mesurent sur des générations plutôt que sur un instant. Et c'est précisément cette persistance, silencieuse et presque administrative, qui ouvre la question suivante. Si le feu n'a pas été accompagné d'un assaut, si aucune armée n'est mentionnée, si aucune reconquête n'a été tentée, alors la destruction observée ne relève peut-être pas des formes de guerre connues par ces sociétés. Elle semble appartenir à une catégorie différente, encore à préciser, que les textes approchent avec prudence, sans jamais la nommer directement. Dans les récits anciens, la destruction des villes est généralement associée à des signes reconnaissables. Les textes parlent d'armées en marche, de sièges prolongés, de murs abattus, de pillages organisés. Même lorsque le récit est bref, ces éléments apparaissent comme des repères nécessaires. Ils permettent de situer la catastrophe dans un cadre intelligible, inscrit dans l'histoire humaine. Or, dans les traditions liées aux régions de Sodome et Gomorrhe, comme dans certaines archives mésopotamiennes, ces repères font défaut. La destruction est attestée, mais aucun assaut n'est décrit. Les tablettes sumériennes et akkadiennes connaissent pourtant bien le langage de la guerre. Elles nomment les ennemis, détaillent les pertes, enregistrent les tribus imposées après les victoires. Lorsqu'une cité est prise, le fait est inscrit, parfois de manière sèche mais sans ambiguïté.
Les ruines sont alors suivies d'un processus identifiable: occupation par une autre puissance, déplacement de population, reconstruction partielle ou totale. Dans le cas des territoires évoqués ici, cette logique ne s'applique pas. Les villes disparaissent sans successeur. Les routes ne changent pas de main. Le pouvoir ne se déplace pas vers un nouvel acteur. Cette absence d'assaut militaire est cohérente dans plusieurs traditions indépendantes. La Bible hébraïque, tout en inscrivant la destruction dans un cadre théologique, ne mentionne aucun ennemi humain. Aucun roi voisin ne revendique la chute des villes. Aucun territoire n'est annexé. Le silence est d'autant plus remarquable que d'autres récits bibliques de destruction urbaine, même chargés de symbolisme, conservent toujours une dimension politique ou militaire explicite. Ici, la violence n'est pas attribuée à une force identifiable sur le plan humain. Les sources mésopotamiennes confirment indirectement cette singularité. Lorsqu'elles évoquent des régions devenues inhabitables, elles ne les associent pas à une défaite. Il n'y a pas de lamentation officielle, pas de chant funéraire pour une cité tombée sous les coups d'un adversaire. Les dieux ne sont pas invoqués pour expliquer une perte militaire. La destruction n'entre pas dans le registre de l'humiliation ou de la vengeance. Elle est traitée comme un fait extérieur aux dynamiques habituelles de pouvoir. L'archéologie renforce ce constat. Les sites attribués à ces villes ou à des établissements comparables montrent des niveaux de destruction qui ne correspondent pas au schéma classique de la guerre antique. Les murs ne portent pas systématiquement les traces d'un siège prolongé. Les armes abandonnées sont rares. Les couches de cendres ne s'accompagnent pas toujours de signes de combat rapprochés. Surtout, l'absence de réoccupation rapide interroge. Dans une région aussi disputée, un territoire vidé par la guerre aurait normalement attiré de nouveaux occupants. Cette anomalie pousse les chercheurs à envisager d'autres formes de destruction, connues ou supposées par les anciens. Les catastrophes naturelles sont une possibilité. Les crues, les séismes, les incendies accidentels figurent dans les récits mésopotamiens. Pourtant, là encore, les textes utilisent un vocabulaire distinct lorsqu'il s'agit de ces événements. Ils décrivent le tremblement, l'effondrement, la montée des eaux. Ils situent l'événement dans le temps. Rien de tel n'apparaît ici. La destruction est évoquée sans mécanisme identifiable. Le fait que les textes ne parlent pas d'assaut militaire ne signifie pas qu'ils ignorent la violence. Au contraire, ils semblent suggérer une violence d'un autre ordre, difficile à inscrire dans les catégories existantes. La ville n'est pas vaincue, elle est annulée. Elle cesse d'être un lieu de vie, mais aussi un enjeu stratégique. Cette annulation est peut-être ce qui rend le récit si parcimonieux. Comment décrire une destruction qui, par nature, ne laisse pas de vainqueur ? Dans certains textes tardifs, on trouve des tentatives de relecture symbolique. La destruction devient un exemple moral, une illustration de la transgression humaine. Mais même dans ces relectures, l'absence d'ennemis demeure. Le feu vient d'en haut ou de l'intérieur de la terre. Il n'est pas déclenché par une décision humaine identifiable. Cette constance suggère que la tradition a conservé un souvenir précis de ce qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de guerre au sens habituel, et cette absence fait partie intégrante de la mémoire transmise. Les conséquences sociales de cette destruction sans assaut sont visibles dans les archives. Les populations ne sont pas déportées vers d'autres villes, comme c'est souvent le cas après une conquête. Elles disparaissent des registres. Leur sort n'est pas détaillé. Les noms ne réapparaissent pas ailleurs. Ce silence pose question. Il suggère soit une disparition massive, soit un déplacement vers des zones hors du champ administratif connu. Dans les deux cas, l'événement échappe aux mécanismes habituels de gestion post-conflit. Cette situation contraste avec la logique impériale mésopotamienne qui cherchait à intégrer, exploiter et contrôler les territoires conquis. Une destruction sans bénéfice politique est inhabituelle. Elle ne produit ni tribut, ni prestige, ni expansion. Elle laisse un vide. Et ce vide, loin d'être comblé, est maintenu. Les siècles passent, et la région reste marginale, évitée, parfois redoutée, mais jamais revendiquée. Il est possible que cette absence d'assaut militaire ait contribué à la difficulté de transmission du récit. Sans ennemis à nommer, sans bataille à raconter, la mémoire se concentre sur les effets. Le feu, la chaleur, la stérilité, le retrait. La cause initiale se dissout. Ce qui reste, c'est un territoire qui ne répond plus aux attentes humaines. La destruction devient un état, non un épisode historique. Cette manière de consigner l'événement a des implications profondes. Elle suggère que les sociétés anciennes reconnaissaient des formes de catastrophes qui échappaient à leur contrôle et à leur compréhension,
sans chercher à les intégrer de force dans leur cadre explicatif. Elles acceptaient l'existence de ruptures qui ne pouvaient être ni vengées ni réparées. La destruction sans assaut militaire devient alors un marqueur de limite. Une frontière non pas entre deux pouvoirs, mais entre ce qui peut être gouverné et ce qui ne peut plus l'être. Ce constat ouvre naturellement la question des vecteurs possibles d'une telle destruction. Si aucune armée n'est en cause, si aucun ennemi n'est nommé, si la guerre ne fournit pas de clé de lecture satisfaisante, alors d'autres facteurs doivent être envisagés. Les textes, sans les détailler, évoquent parfois des vents inhabituels, des matières étrangères au sol, des résidus persistants. Ces indices, disséminés sans insistance, préparent le terrain pour une autre approche de la catastrophe, moins centrée sur l'action humaine directe et plus attentive aux transformations invisibles de l'environnement que le segment suivant commencera à examiner. Les vents occupent une place discrète mais constante dans les descriptions anciennes de territoires altérés. Ils ne sont pas évoqués comme des phénomènes spectaculaires, mais comme des agents persistants, porteurs de changements subtils et durables. Dans les textes mésopotamiens, le vent est rarement neutre. Il transporte la poussière, la chaleur, parfois la maladie. Il relie des régions éloignées et rend visibles des déséquilibres qui ne peuvent être observés directement. Lorsqu'il est mentionné en relation avec des zones détruites, ce n'est jamais par hasard. Plusieurs tablettes tardives évoquent des vents spécifiques associés à des régions devenues inhabitables. Leur direction est parfois précisée, non pour des raisons météorologiques abstraites, mais parce qu'elle conditionne les déplacements humains et animaux. Le sud-est apparaît comme une origine récurrente. Ce détail apparemment anodin revient dans des contextes variés. Il ne sert pas à dater un événement, mais à expliquer pourquoi certaines zones restent évitées bien après leur abandon initial. Dans les cultures mésopotamiennes, les vents étaient perçus comme des forces intermédiaires situées entre le monde visible et des causes plus profondes. Ils n'étaient ni entièrement naturels, ni entièrement divins. Ils agissaient comme des vecteurs. Lorsqu'un texte mentionne un vent inhabituel, persistant ou nuisible, il signale souvent un désordre qui dépasse l'échelle locale. Le vent devient alors le moyen par lequel un déséquilibre invisible se manifeste dans l'expérience quotidienne. Les récits associés à la région de Sodome et Gomorrhe présentent une logique comparable. Le texte biblique évoque des vents brûlants sans insister sur leur origine. Ils ne sont pas décrits comme des tempêtes ponctuelles, mais comme une condition qui s'installe. La chaleur ne tombe pas du ciel de manière isolée. Elle circule, elle se déplace, elle atteint les plaines voisines, modifiant progressivement les limites de l'habitabilité. Le vent n'est pas destructeur en lui-même, mais il propage les effets de la destruction. Dans certaines traditions plus tardives, le vent venant du sud-est est associé à des terres salines, à des odeurs persistantes, à une atmosphère lourde. Ces descriptions ne cherchent pas à effrayer. Elles servent à orienter. Elles indiquent aux voyageurs les zones à éviter, les périodes où il est préférable de ne pas s'attarder. Le vent devient un indicateur pratique, un signal environnemental transmis de génération en génération. Il remplace le récit de l'événement initial, devenu inaccessible. Ce rôle du vent comme mémoire indirecte est particulièrement frappant. Les textes ne décrivent pas ce qui s'est produit au moment de la destruction, mais ils décrivent ce qui continue de se produire lorsqu'un vent spécifique souffle. Les effets sont concrets. Les cultures échouent. Les troupeaux tombent malades. Les hommes ressentent une fatigue inhabituelle. Rien n'est expliqué. Tout est observé. Le vent agit comme un rappel involontaire, réactivant les conséquences d'un événement ancien sans jamais en révéler la cause. Les archives administratives intègrent ces observations de manière pragmatique. Certaines routes sont déconseillées à certaines saisons. Des exemptions sont accordées aux caravanes contraintes de faire des détours prolongés. Ces décisions ne sont pas justifiées par des récits mythiques, mais par des conditions répétées. Le vent est traité comme un facteur stable suffisamment prévisible pour être intégré dans la gestion des déplacements, mais suffisamment nuisible pour modifier durablement les circuits économiques. Il est important de noter que ces vents ne sont pas décrits comme universels. Ils affectent des zones précises. Leur influence diminue avec la distance. Cette localisation renforce l'idée d'une source géographique déterminée plutôt que d'un phénomène climatique global. Les textes ne parlent pas d'un changement du monde, mais d'une région spécifique devenue problématique. Le vent ne crée pas la destruction. Il révèle l'étendue de ses effets. Dans certaines tablettes rituelles, on trouve des prières destinées à détourner ou apaiser des vents nuisibles.
Or, dans le cas des régions associées à la catastrophe étudiée, ces rituels disparaissent. Aucun effort liturgique durable n'est mentionné pour neutraliser ces vents, comme si les autorités religieuses elles-mêmes avaient reconnu l'inutilité de telles tentatives. Le vent, dans ce contexte, n'est pas une entité à négocier, mais une donnée à contourner. Cette résignation silencieuse est révélatrice. Elle suggère que le phénomène à l'origine de ces vents était perçu comme irréversible. Les sociétés anciennes, pourtant habituées à interpréter les catastrophes en termes de volonté divine ou de déséquilibre rituel, semblent ici avoir admis une limite. Le vent continue de souffler, les effets persistent, aucun récit de réparation n'est proposé, la mémoire collective s'adapte en conséquence. Les traditions orales recueillies bien plus tard conservent des échos de cette adaptation. Elles parlent de vents qui rendent le sol amer, qui dessèchent les lèvres, qui empêchent le repos. Ces récits ne cherchent pas à expliquer pourquoi ces vents existent. Ils se concentrent sur la manière de vivre avec eux, ou plutôt de les éviter. Le savoir transmis est un savoir de contournement, non de compréhension. Il est tentant de considérer ces descriptions comme des exagérations poétiques. Pourtant, leur cohérence sur de longues périodes invite à une lecture plus attentive. Le vent est mentionné dans des contextes très différents, par des auteurs séparés par des siècles, appartenant à des traditions culturelles distinctes. Ce qui les unit, ce n'est pas une interprétation commune, mais une observation partagée. Le vent venant du sud-est est associé à une altération durable du milieu. Cette altération n'est jamais décrite en termes abstraits. Elle se manifeste dans les gestes quotidiens. L'eau devient impropre. Les abris ne suffisent plus. Les matériaux se dégradent. Le vent agit comme un révélateur des limites de l'installation humaine. Il rappelle que quelque chose, dans cette région précise, a rompu l'équilibre nécessaire à la vie ordinaire. Et ce rappel est constant, régulier, presque banal. En refusant de dramatiser ces vents, les textes anciens leur confèrent une force particulière. Ils ne sont pas l'annonce d'un danger imminent, mais la preuve tranquille d'une transformation profonde. Le vent ne tue pas. Il empêche, il use. Il maintient la région dans un état intermédiaire, ni totalement morte, ni véritablement vivable. Cette condition prolongée est peut-être l'un des héritages les plus durables de la catastrophe initiale. Ainsi, les vents venus du sud-est ne constituent pas une cause, mais une conséquence active. Ils transportent avec eux les traces d'un événement ancien, disséminant ses effets sans jamais en révéler l'origine. Ils prolongent la destruction dans le temps, bien au-delà de l'instant qui l'a produite. Et en cela, ils préparent l'examen d'autres indices matériels laissés par la catastrophe, notamment les résidus visibles dans le sol lui-même, qui deviennent impossibles à ignorer lorsque l'on s'attarde sur ces terres abandonnées. Lorsque les textes anciens quittent le registre des vents et de la chaleur diffuse, ils se rapprochent du sol, non pas pour l'analyser, mais pour constater ce qu'il est devenu. Le langage se fait alors plus concret, presque tactile. Le sel, le bitume et les cendres apparaissent comme des éléments récurrents, non en tant que symboles, mais comme des réalités gênantes, envahissantes, impossibles à ignorer. Ils sont décrits comme des résidus, des traces persistantes qui empêchent le retour à une normalité antérieure. Dans les archives mésopotamiennes, le sel est généralement associé à la conservation ou à la valeur marchande. Il est un produit utile, transporté, mesuré, échangé. Pourtant, lorsqu'il apparaît dans les descriptions de certaines plaines abandonnées, sa fonction s'inverse. Le sel n'est plus une ressource, il devient un excès. Les textes évoquent des sols blanchis, impropres à la culture, où l'eau ne pénètre plus correctement. Cette salinité n'est pas présentée comme le résultat d'une mauvaise gestion agricole ou d'une irrigation défaillante, cause pourtant bien connue des scribes. Elle est décrite comme une condition nouvelle, installée sans avertissement. La Bible reprend ce motif de manière sobre. La terre autour de Sodome et Gomorrhe est dite salée, non comme une métaphore morale, mais comme un état durable. Le sel marque la rupture définitive entre l'avant et l'après. Il fige le sol dans une stérilité qui ne relève pas d'un cycle naturel. Là encore, aucune tentative de réhabilitation n'est mentionnée. Le sel n'est pas retiré, dilué ou contourné. Il est accepté comme une donnée irréversible. Le bitume apparaît dans un registre similaire. Dans la région du sud mésopotamien, le bitume est une substance connue, utilisée pour l'étanchéité, la construction, parfois même les rites funéraires. Il suinte naturellement en certains points et cette présence est généralement intégrée aux pratiques locales. Mais dans les textes associés aux régions détruites, le bitume change de statut. Il n'est plus localisé ni exploité. Il s'étend. Il imprègne le sol,
Il rend les déplacements difficiles. Les descriptions évoquent des surfaces instables, collantes, impropres à toute installation durable. Ces mentions ne sont pas nombreuses, mais elles sont précises. Le bitume n'est pas décrit comme une curiosité naturelle, mais comme un obstacle. Il entrave les routes, il dégrade les matériaux, il altère l'eau. Là encore, le ton reste pragmatique. Les scribes ne s'interrogent pas sur l'origine de cette prolifération. Ils en enregistrent les effets concrets, comme on noterait un changement de relief ou de climat. Les cendres, enfin, constituent peut-être l'élément le plus discret et le plus révélateur. Elles apparaissent rarement de manière spectaculaire. Il n'est pas question de nuées obscurcissant le ciel ou de dépôts massifs visibles à distance. Les cendres sont évoquées comme une poussière persistante, mêlée au sol, difficile à distinguer mais omniprésente. Elles ternissent les surfaces, s'infiltrent dans les constructions, rendent les récoltes imprévisibles. Leur présence est déduite plutôt que décrite. Dans certains contextes rituels, les cendres sont un symbole de purification ou de deuil. Mais dans les textes qui nous concernent, elles ne jouent aucun rôle symbolique explicite. Elles sont simplement là. Leur accumulation ne donne lieu à aucun rite particulier. Elle n'est pas interprétée comme un signe divin nécessitant une réponse liturgique. Elle est traitée comme une nuisance environnementale, persistante et sans remède connu. Ce qui relie le sel, le bitume et les cendres, c'est leur résistance au temps. Les textes insistent sur leur permanence. Ils ne sont pas emportés par les saisons, ni absorbés par le sol. Ils demeurent, parfois sur plusieurs générations. Cette durée anormale est ce qui transforme ces substances en marqueurs de catastrophe. Elles ne signalent pas seulement qu'un événement a eu lieu, mais qu'il continue d'agir longtemps après sa fin apparente. L'archéologie moderne a parfois mis en évidence des couches riches en résidus minéraux ou en matières carbonisées dans certaines zones du Levant méridional. Ces observations ont donné lieu à de nombreuses interprétations. Mais indépendamment de toute lecture contemporaine, il est frappant de constater que les textes anciens avaient déjà identifié ces éléments comme problématiques, sans chercher à en fournir une explication causale détaillée. Leur approche était empirique. Le sol ne se comportait plus comme avant. Cela suffisait à justifier l'abandon. Il est important de souligner que ces substances ne sont jamais présentées comme des armes ou des outils. Elles ne sont associées à aucune intention humaine identifiable. Leur présence est décrite comme un effet secondaire, presque accidentel, d'un événement plus vaste. Cette absence d'intention renforce l'impression d'une catastrophe qui dépasse les cadres habituels de responsabilité. Le sel n'a pas été répandu. Le bitume n'a pas été versé. Les cendres ne proviennent pas d'un incendie maîtrisé. Elles semblent être les restes d'un processus qui n'a pas laissé de traces narratives claires. Dans les traditions orales plus tardives, ces éléments deviennent des repères. Les voyageurs apprennent à reconnaître les zones où le sol blanchit trop vite, où les pas s'enfoncent anormalement, où la poussière ne disparaît jamais complètement. Ces savoirs ne sont pas accompagnés d'histoires détaillées sur l'origine du phénomène. Ils fonctionnent comme des instructions implicites. Éviter, contourner, ne pas s'installer. Le fait que ces substances soient mentionnées ensemble n'est pas anodin. Elles forment un ensemble cohérent de signes indiquant une altération profonde du milieu. Le sel empêche la croissance. Le bitume bloque le mouvement. Les cendres troublent la surface. Ensemble, ils transforment la plaine en un espace hostile, non par violence immédiate, mais par accumulation de contraintes. La destruction devient alors moins visible, mais plus totale. Les textes ne parlent jamais d'un nettoyage ou d'une disparition progressive de ces résidus. Leur persistance semble avoir été acceptée comme définitive. Cette acceptation est peut-être l'indice le plus fort de la gravité de l'événement initial. Une société habituée à réparer, reconstruire et adapter ses territoires reconnaît ici une limite. Le sol lui-même est devenu étranger. Il ne répond plus aux techniques connues. Cette étrangeté du sol contribue à expliquer pourquoi les régions concernées restent en marge pendant si longtemps. Elles ne sont pas seulement dangereuses, elles sont imprévisibles. Les règles habituelles ne s'y appliquent plus. Le sel, le bitume et les cendres ne sont pas des catastrophes en soi. Ils sont les signes visibles d'un déséquilibre plus profond, inscrit dans la matière même du paysage. En enregistrant ces éléments sans emphase, les textes anciens nous transmettent une information précieuse. Ils montrent comment une catastrophe peut se prolonger sous des formes discrètes, presque banales, mais suffisamment persistantes pour remodeler durablement l'organisation humaine. Le sol, en devenant porteur de ces résidus,
cesse d'être un support neutre. Il devient un témoin silencieux, rappelant à chaque pas qu'un événement irréversible a eu lieu. Cette matérialité altérée prépare une autre difficulté, plus subtile encore. Lorsque le sol lui-même conserve les traces de la rupture, le temps devient difficile à mesurer. Les chronologies se brouillent. Les événements cessent d'être clairement situables. Et c'est précisément cette confusion temporelle perceptible dans les traditions écrites comme dans les vestiges matériels qui ouvre la voie à l'examen des chronologies incertaines, là où les récits ne parviennent plus à s'accorder sur le moment exact. À mesure que l'on rassemble les textes, une difficulté récurrente apparaît. Les événements semblent réels, leurs effets durables, mais leur inscription dans le temps demeure incertaine. Les chronologies divergent sans jamais s'exclure complètement. Les traditions ne se contredisent pas frontalement. Elles glissent les unes par rapport aux autres, comme si chacune avait conservé un fragment temporel différent d'un même effondrement, sans parvenir à le fixer sur une ligne commune. Dans les archives mésopotamiennes, les mentions des régions devenues impropres ne sont presque jamais associées à une date précise. Elles apparaissent dans des documents de périodes différentes, parfois séparés par plusieurs règnes, sans indication claire d'un moment initial. Le territoire est déjà altéré lorsque les scribes en parlent. L'événement fondateur est toujours antérieur à l'écriture qui le mentionne. Cette distance temporelle n'est pas accidentelle. Elle semble constitutive de la manière dont la catastrophe a été intégrée à la mémoire écrite. Les listes royales, pourtant soucieuses d'ordonner le temps, n'apportent pas davantage de clarté. Elles traversent la période sans signaler une rupture majeure liée à la disparition de ces villes. Aucun règne n'est explicitement associé à leur destruction. Aucun roi ne s'en attribue le mérite. Aucune dynastie ne s'en réclame comme d'un tournant. La catastrophe semble avoir échappé à l'histoire politique, comme si elle s'était produite dans un intervalle difficile à saisir, ou dans un registre qui ne relevait pas du pouvoir humain. La tradition biblique, de son côté, inscrit la destruction de Sodome et Gomorrhe dans une généalogie symbolique plutôt que dans une chronologie stricte. Les générations servent de repère, non les années. Le récit se situe dans un temps épais, presque suspendu, où les événements sont ordonnés par leur signification plutôt que par leur succession précise. Cette manière de raconter ne cherche pas à dater, mais à relier. Elle accepte l'imprécision comme une condition de transmission. Lorsque les chercheurs tentent de superposer ces traditions, les décalages apparaissent immédiatement. Les périodes proposées ne se recouvrent pas exactement. Certaines hypothèses placent la catastrophe plus tôt, d'autres plus tard. Pourtant, aucun décalage n'est suffisamment grand pour invalider complètement les correspondances. Les chronologies flottent dans une zone d'incertitude commune. Cette zone n'est pas vide. Elle est peuplée d'indices partiels, de strates d'occupation interrompues, de silences administratifs. L'archéologie reflète cette difficulté. Les couches de destruction attribuées à certaines villes montrent des interruptions nettes, mais leur datation précise reste délicate. Les niveaux d'abandon ne sont pas toujours suivis de couches immédiatement postérieures permettant de fixer une transition claire. Le temps semble se dilater autour de l'événement. Les siècles voisins deviennent difficiles à distinguer. Ce flou n'est pas simplement une limite technique. Il correspond à une réalité historique où la rupture a interrompu la continuité des repères habituels. Dans ce contexte, la catastrophe ne se présente pas comme un point, mais comme une zone temporelle. Elle s'étend. Elle déborde. Ces effets commencent avant qu'on puisse les nommer et se prolongent longtemps après que toute tentative de datation aurait dû se stabiliser. Les textes reflètent cette extension. Ils parlent d'un avant identifiable et d'un après durable, mais peinent à décrire le moment précis où l'un bascule dans l'autre. Cette difficulté à fixer le temps peut être liée à la nature même de l'événement. Une guerre se situe dans une succession d'actions humaines. Elle peut être racontée, datée, attribuée. Une crue ou un tremblement de terre laisse des traces immédiates, souvent accompagnées de témoignages contemporains. Ici, les effets semblent avoir été progressifs ou différés. Le feu persiste. Les vents transportent. Le sol se transforme. Le moment initial se dissout dans ses conséquences. Les sociétés anciennes avaient pourtant des outils pour mesurer le temps. Les cycles agricoles, les règnes, les fêtes religieuses fournissaient des cadres solides. Le fait que ces cadres échouent à contenir la catastrophe suggère qu'elle a perturbé non seulement l'espace, mais aussi la perception du temps. Lorsque les repères matériels disparaissent, lorsque les villes cessent d'exister sans être remplacées, le temps perd ses points d'ancrage.
Il devient plus abstrait, plus narratif, moins comptable. Dans certaines traditions tardives, cette incertitude chronologique est assumée. Les textes parlent d'un temps ancien sans chercher à le préciser. L'événement est situé dans un passé suffisamment lointain pour échapper à toute vérification, mais suffisamment proche pour continuer à produire des effets visibles. Cette position intermédiaire est inconfortable, mais elle correspond à la réalité transmise. La catastrophe n'appartient ni au mythe pur, ni à l'histoire datable. Elle occupe un espace liminal. Il est révélateur que les tentatives ultérieures de clarification chronologique proviennent souvent de lecteurs modernes, plutôt que des auteurs anciens eux-mêmes. Les scribes ne semblaient pas troublés par cette imprécision, ils n'essayaient pas de la corriger, ils la reproduisaient. Cette fidélité au flou suggère qu'il faisait partie intégrante de la compréhension de l'événement. Nommer une date aurait peut-être donné l'illusion d'une maîtrise qui n'existait pas. Cette situation a une conséquence importante sur la transmission du récit. En l'absence de chronologie stable, la mémoire se déplace vers d'autres supports. Le paysage devient un repère temporel. Les sols altérés, les zones évitées, les vents persistants remplacent les dates. Le temps est inscrit dans l'espace. On ne dit pas quand la catastrophe a eu lieu. On montre où elle continue d'agir. Ainsi, les chronologies, qui ne coïncident pas, ne sont pas simplement un problème à résoudre. Elles sont un indice. Elles indiquent que l'événement a rompu les cadres habituels de la mémoire historique. Il ne s'est pas laissé enfermer dans une séquence ordonnée. Il a produit un avant et un après, mais a effacé le seuil entre les deux. Ce glissement temporel prépare une autre transformation, plus subtile encore. Lorsque le temps ne peut plus être fixé, le langage lui-même commence à changer. Les descriptions deviennent plus allusives. Les mots techniques cèdent la place à des formules religieuses ou morales, non par excès de foi, mais par manque de catégories adéquates. C'est dans cette évolution du langage, entre observation physique et interprétation symbolique, que se dessine la prochaine étape de l'enquête, là où les effets concrets sont progressivement traduits en discours religieux, sans jamais perdre complètement leur ancrage matériel. Lorsque les chronologies se dérobent, le langage se transforme. Les textes cessent de chercher à situer l'événement dans le temps et commencent à le rendre intelligible autrement. Ce glissement n'est ni soudain ni uniforme. Il s'opère lentement à mesure que les effets matériels persistent alors que leur cause s'éloigne. Le vocabulaire religieux apparaît alors moins comme une explication que comme un cadre de traduction, un moyen de dire ce qui ne peut plus être décrit directement. Dans les traditions mésopotamiennes, le langage religieux n'est jamais détaché du monde concret. Les dieux sont liés aux villes, au sol, au vent, aux eaux. Lorsqu'un territoire devient impropre, il n'est pas seulement perdu économiquement, il devient rituellement instable. Les textes commencent alors à évoquer la colère divine, non pour dramatiser, mais pour signaler une rupture dans l'ordre attendu des choses. Le religieux sert ici à nommer une anomalie persistante, pas à en fournir un récit détaillé. Ce qui est frappant, c'est que les effets physiques ne disparaissent jamais derrière le discours religieux. Ils demeurent en arrière-plan, constamment rappelés. La chaleur, la stérilité, l'air altéré, le sol imprévisible continuent d'être mentionnés, parfois de manière indirecte, parfois comme des évidences partagées. Le langage sacré ne remplace pas l'observation. Il la surplombe sans l'effacer. Il reconnaît implicitement que quelque chose agit encore, indépendamment de toute interprétation. Dans la Bible hébraïque, ce processus est particulièrement visible. Le récit de Sodome et Gomorrhe est souvent lu comme une parabole morale. Pourtant, une lecture attentive révèle une attention constante aux effets matériels. La destruction n'est pas seulement un châtiment. Elle laisse un paysage transformé. Le texte insiste sur l'irréversibilité, la région ne redevient pas habitable. Les conséquences physiques ne sont jamais annulées par le discours religieux. Elles sont intégrées à sa logique. Le feu, par exemple, est présenté comme un instrument divin, mais ses effets sont décrits avec une sobriété presque clinique. La fumée s'élève encore. La terre ne produit plus. Ces détails ne servent pas à magnifier l'intervention divine. Ils ancrent le récit dans une réalité observable. Le religieux ne nie pas le monde. Il tente de donner un sens à un monde qui ne répond plus aux attentes habituelles. Dans les tablettes rituelles mésopotamiennes, on observe un phénomène comparable. Certaines prières évoquent des terres devenues silencieuses, privées de leur dieu tutélaire. Pourtant, ces prières ne demandent pas toujours la restauration. Elles constatent l'abandon. Les dieux se sont retirés parce que le lieu n'est plus apte à les accueillir. Cette logique inverse la causalité moderne.
Ce n'est pas la colère divine qui détruit la terre, c'est la terre altérée qui devient incompatible avec l'ordre divin. Ce renversement est subtil mais essentiel. Il montre que le langage religieux n'est pas utilisé pour masquer l'incompréhension, mais pour la rendre supportable. Les sociétés anciennes reconnaissent une limite à leur capacité d'agir et de comprendre. Le religieux offre alors un cadre stable, non pour expliquer le mécanisme, mais pour intégrer l'événement dans une vision cohérente du monde. Il est significatif que ce langage reste mesuré. Les textes n'accumulent pas les images spectaculaires. Ils évitent l'excès. La destruction est présentée comme un fait accompli dont les effets se prolongent sans appel. Le discours religieux n'amplifie pas la catastrophe. Il la fixe. Il la rend transmissible sans la déformer. Les effets physiques, de leur côté, continuent de structurer les comportements. Les interdits religieux recoupent souvent des observations pratiques. Ne pas s'installer, ne pas cultiver, ne pas consommer l'eau locale. Ces prescriptions ne sont pas arbitraires. Elles correspondent à des contraintes environnementales bien réelles. Le religieux formalise ce que l'expérience a déjà enseigné. Il transforme des observations empiriques en règles durables. Dans ce contexte, le sacré et le matériel ne s'opposent pas. Ils se complètent. Le sacré fournit une mémoire longue lorsque les causes matérielles ne sont plus visibles. Le matériel fournit une preuve silencieuse lorsque le sacré pourrait devenir abstrait. Cette interaction permet à la catastrophe de rester présente sans être constamment racontée. Elle devient un arrière-plan stable de la culture. Avec le temps, cependant, cette articulation se fragilise. Les générations successives héritent des interdits et des récits religieux, mais perdent l'expérience directe des effets les plus marqués. Le sol reste stérile, mais la chaleur persistante peut sembler moins évidente. Les vents continuent, mais leur origine est oubliée. Le langage religieux tend alors à prendre le dessus, non par excès de foi, mais par défaut d'observation directe. C'est à ce moment que les interprétations morales se renforcent. La destruction devient un exemple, un avertissement. Pourtant, même dans ces lectures tardives, certains détails résistent à la moralisation complète. La persistance des effets physiques empêche le récit de se dissoudre entièrement dans l'allégorie. Le paysage continue de contredire toute tentative de clôture narrative. Les auteurs anciens semblent conscients de cette tension. Ils n'essaient pas de la résoudre, ils la laissent subsister. Le religieux ne prétend pas expliquer le comment. Il s'attache au pourquoi, ou parfois se contente d'enregistrer le fait que le pourquoi reste hors de portée. Cette retenue est constante. Elle évite toute certitude excessive. Elle maintient une zone d'incertitude respectée. Cette zone devient un espace de transmission privilégié. Elle permet au texte de traverser les siècles sans être invalidé par de nouvelles observations. Le religieux n'est pas présenté comme une théorie du monde, mais comme un langage de continuité. Il assure que la catastrophe, bien que incomprise, a une place dans l'ordre général des choses. Ainsi, le langage religieux n'efface pas les effets physiques. Il se construit autour d'eux comme une enveloppe destinée à préserver leur mémoire lorsque l'observation directe n'est plus possible. Cette enveloppe est souple, adaptable, mais jamais totalement détachée du réel. Elle conserve des traces matérielles, des indices discrets, qui empêchent le récit de se refermer complètement. C'est précisément cette persistance d'indices concrets, malgré la montée du symbolique, qui rend possible une autre lecture, plus tardive encore. Lorsque les sciences modernes s'intéressent à ces régions, elles retrouvent certaines de ces anomalies matérielles. Les textes anciens, loin d'avoir tout transformé en mythe, avaient conservé suffisamment de détails pour que le dialogue reste ouvert. Et ce dialogue, entre mémoire religieuse et observation du monde, conduit naturellement à s'interroger sur la durée réelle de l'inhabitabilité, sur ces zones restées vides bien au-delà de toute explication symbolique que la suite de l'enquête devra examiner. Lorsque l'on suit les textes au-delà du moment de la destruction, une constante s'impose avec une discrétion presque dérangeante. Les territoires me touchés ne redeviennent pas habitables, pas rapidement, pas progressivement. Ils demeurent en marge pendant des périodes exceptionnellement longues. Cette durée n'est pas toujours explicitement mesurée, mais elle est rendue évidente par la persistance des absences. Les villes ne sont pas reconstruites, les routes ne sont pas rétablies, les terres ne sont pas redistribuées. Le silence se prolonge bien au-delà de ce que les sociétés anciennes considéraient comme normal après une catastrophe. Dans le monde mésopotamien, même les destructions les plus sévères finissent par être absorbées par le temps. Les villes incendiées sont rebâties, les régions inondées sont drainées, les terres salinisées par une mauvaise irrigation sont parfois abandonnées, mais d'autres prennent leur place.
La gestion du territoire repose sur l'idée que rien n'est définitivement perdu. Or, les zones associées à la catastrophe qui nous occupe échappent à cette logique. Elles ne réintègrent pas le cycle habituel de l'abandon et de la reprise. Elles demeurent hors circuit. Les tablettes administratives témoignent de cette anomalie par leur constance. Les mêmes régions sont absentes, siècle après siècle. Elles ne sont pas mentionnées comme récemment désertées, ni comme en cours de récupération. Elles sont simplement exclues. Cette exclusion n'est pas commentée. Elle ne semble même plus poser question. Elle est intégrée comme une donnée structurelle du monde connu. Les scribes écrivent comme si ces zones avaient toujours été ainsi, même lorsque l'on sait qu'elles avaient autrefois été habitées et productives. La tradition biblique adopte une posture similaire. La région de Sodome et Gomorrhe ne redevient jamais un espace convoité. Elle est évoquée comme un repère négatif durable. Les générations passent, les récits se multiplient, mais la terre reste impropre. Il n'y a pas de promesse de restauration. Aucun prophète n'annonce son retour à la fertilité. Cette absence d'espérance territoriale est remarquable dans une tradition pourtant marquée par l'idée de rédemption. Les récits tardifs confirment cette permanence. Les voyageurs décrivent des zones qu'ils contournent systématiquement. Ils ne parlent pas de ruines récentes, mais de terres anciennes, figées dans un état de dégradation qui semble antérieur à leur propre mémoire. Les descriptions se répètent, parfois à des siècles d'intervalle avec peu de variations. Le sol est encore stérile, l'eau est encore altérée, l'air est encore lourd. Cette répétition sans évolution suggère une stabilité négative, une forme d'équilibre défavorable qui s'est installée durablement. L'archéologie corrobore partiellement ces observations. Dans certaines régions, les niveaux d'occupation s'interrompent brutalement et ne reprennent pas avant très longtemps, parfois jamais. Ce vide archéologique ne correspond pas à une simple redistribution de population vers des sites voisins. Il s'agit d'un retrait global. Les zones restent marginales même lorsque la pression démographique augmente ailleurs. Ce refus collectif de réinvestissement ne peut être attribué uniquement à l'oubli ou à la superstition. Il implique une contrainte persistante. Cette contrainte n'est pas toujours visible immédiatement. Elle se manifeste dans la durée. Les premières tentatives de retour échouent ou ne sont même pas tentées. Les générations suivantes héritent de cette prudence et la transforment en norme. Le territoire devient un espace d'exclusion tacite. Personne ne l'interdit formellement. Personne ne le revendique. Il sort simplement du champ des possibles. Ce phénomène a des conséquences profondes sur la mémoire. Lorsqu'un lieu reste inhabité pendant des siècles, il cesse d'être raconté en détail. Les récits se simplifient. Les causes se perdent. Ce qui subsiste, c'est un constat. La terre ne convient pas. Les textes ne cherchent plus à expliquer pourquoi. Ils transmettent le résultat. Cette transmission minimale est suffisante pour maintenir l'évitement. Il est important de noter que cette inhabitabilité prolongée n'est pas présentée comme absolue dans l'ensemble du paysage. Elle est localisée. Les régions voisines continuent de fonctionner, parfois même de prospérer. Cette juxtaposition renforce l'étrangeté du phénomène. Si la catastrophe avait été d'ordre climatique global, ses effets auraient été plus largement répartis. Ici, l'altération semble circonscrite, mais tenace. Les traditions religieuses intègrent cette localisation dans leur langage. La terre maudite n'est pas le monde entier. Elle est un point précis, identifiable, que l'on peut désigner sans ambiguïté. Cette précision géographique empêche le récit de se dissoudre dans l'abstraction. Elle ancre la mémoire dans un espace réel, accessible mais évité. Le lieu existe toujours, mais il n'est plus investi. Avec le temps, cette inhabitabilité devient un élément structurant de la géographie mentale. Les cartes implicites des sociétés anciennes incluent des zones blanches, des espaces connus par leur absence d'usage. Ces zones ne sont pas inconnues. Elles sont connues pour être impropres. Cette distinction est essentielle. L'inconnu attire parfois l'exploration. L'impropre repousse durablement. Les raisons exactes de cette impropriété ne sont jamais complètement formulées. Les textes évoquent des indices, des signes, des effets persistants. Mais ils ne proposent pas de mécanisme clair. Cette absence de mécanisme n'empêche pas l'efficacité de la mémoire. Au contraire, elle la renforce. En l'absence d'explications rassurantes, la prudence devient la règle. Ce silence explicatif contraste avec la précision de la durée implicite. Les siècles passent et rien ne change. Les sociétés se transforment, les techniques évoluent, mais le territoire reste hors d'usage. Cette disproportion entre la durée de l'effet et la brièveté du récit
est l'un des aspects les plus troublants de l'ensemble. Un événement à peine décrit produit des conséquences qui traversent le temps. Cette persistance oblige à reconsidérer la nature même de la catastrophe. Une destruction militaire, même totale, n'aurait pas empêché un retour à long terme. Une inondation ou un incendie auraient laissé place à une récupération progressive. Ici, quelque chose semble avoir modifié durablement les conditions de base nécessaires à l'installation humaine. Les textes ne nomment pas cette modification. Ils en enregistrent la réalité. À mesure que les siècles s'écoulent, la mémoire directe de l'événement s'estompe, mais l'effet demeure. Les zones inhabitées deviennent des repères négatifs, utilisés pour structurer les récits moraux, religieux ou symboliques. Pourtant, sous ces usages narratifs, la contrainte matérielle continue d'agir. Le sol ne change pas, l'air ne s'adoucit pas, l'eau ne redevient pas fiable. Cette continuité silencieuse est peut-être ce qui a permis au récit de survivre sans se figer. Les textes ne cherchent pas à conclure. Ils laissent la question ouverte, portée par le paysage lui-même. Tant que la terre reste inhabitable, l'événement reste présent, même sans être raconté. La mémoire n'a pas besoin d'être entretenue activement. Elle est inscrite dans l'espace. C'est dans ce contexte que la transmission change de forme. Les textes écrits deviennent plus rares, mais d'autres formes de mémoire prennent le relais. Des traditions fragmentaires, des avertissements implicites, des récits réduits à l'essentiel. La catastrophe n'est plus décrite. Elle est évoquée par ses conséquences durables. Et c'est précisément cette transmission par l'absence qui prépare la transition vers une autre modalité de mémoire, plus fragile encore, où l'événement n'est plus raconté comme tel, mais subsiste à travers des récits lacunaires, transmis sans description, que la suite devra examiner. Lorsque les effets matériels persistent, mais que les causes se perdent, la mémoire change de forme. Elle cesse d'être descriptive pour devenir indicative. Les textes n'essaient plus de raconter ce qui s'est produit. Ils signalent simplement qu'un lieu doit être évité, qu'une région est différente, qu'un passé lourd continue d'y peser sans être formulé. Cette transformation de la mémoire est progressive, presque imperceptible. Elle ne correspond pas à un oubli brutal, mais à une adaptation silencieuse aux limites du langage. Dans les traditions mésopotamiennes les plus tardives, certaines régions sont mentionnées sans aucun contexte explicatif. Leur nom apparaît, parfois accompagné d'un qualificatif vague, parfois seul. Il n'est plus nécessaire de dire pourquoi ces terres sont impropres. Cette information est supposée connue, ou du moins acceptée. Le texte ne décrit plus, il présuppose. La mémoire est devenue implicite, intégrée à une cartographie mentale partagée. Cette économie de mots n'est pas le signe d'un appauvrissement culturel. Elle traduit au contraire une stabilisation. Lorsqu'un événement est trop ancien, trop complexe ou trop perturbant pour être raconté avec précision, il est réduit à ses conséquences les plus durables. Ce processus est visible dans de nombreuses traditions anciennes, mais dans le cas qui nous occupe, il atteint un degré particulier. La description disparaît presque entièrement, alors même que le souvenir de l'altération demeure actif. La Bible hébraïque offre un exemple frappant de cette dynamique. Le récit initial de la destruction est relativement détaillé, mais les mentions ultérieures se contentent souvent d'évoquer Sodome comme un repère. Le nom devient un raccourci, il n'a plus besoin d'être expliqué. Il condense une expérience collective de perte, de stérilité, de rupture. La description n'est plus nécessaire, car le lieu lui-même est censé parler. Cette condensation du sens n'est possible que parce que les effets persistent suffisamment longtemps pour être observables par des générations successives. La mémoire ne repose plus sur un récit transmis de bouche à oreille. Elle repose sur une expérience indirecte mais répétée. On ne raconte pas ce qui s'est produit, on montre ce qui reste. Le paysage devient le support principal de la mémoire. Dans ce contexte, le silence n'est pas un vide, il est une forme de transmission. Les textes n'expliquent pas, mais ils orientent. Ils indiquent des limites. Ils marquent des frontières invisibles. Cette orientation est suffisante pour maintenir un comportement collectif cohérent. Tant que le lieu reste impropre, la mémoire reste pertinente, même sans narration détaillée. Les tablettes administratives illustrent bien ce phénomène. Elles cessent progressivement de mentionner les régions concernées, non parce qu'elles sont oubliées, mais parce qu'elles ne nécessitent plus d'être rappelées. Leur exclusion est acquise. Elle n'a plus besoin d'être justifiée. Cette normalisation de l'absence est peut-être l'une des traces les plus sûres de la profondeur de la catastrophe initiale.
Ce qui est vraiment incompréhensible est souvent ce que l'on cesse d'expliquer. Les traditions orales suivent une trajectoire comparable. Les récits se raccourcissent, les détails se perdent, les causes se dissolvent dans des formules générales. Il est dit que la terre est mauvaise, que le lieu est dangereux, que le passé y est lourd. Ces formules ne cherchent pas à convaincre. Elles fonctionnent comme des avertissements. Leur efficacité ne dépend pas de leur précision, mais de leur répétition. Il est important de noter que cette mémoire sans description n'est pas uniforme. Elle varie selon les cultures, les époques, les usages. Certains textes conservent des fragments plus explicites, d'autres se contentent de noms. Mais tous semblent converger vers une même économie narrative. L'événement est trop ancien pour être raconté, mais trop présent pour être ignoré. Cette situation pose un défi particulier à toute tentative de reconstruction historique. L'absence de description détaillée peut être interprétée comme un manque d'information, mais elle peut aussi être comprise comme un choix. Les sociétés anciennes ont peut-être estimé que certaines choses ne devaient pas être fixées par le langage, soit parce qu'elles échappaient à la compréhension, soit parce que leur évocation directe risquait de perturber l'ordre symbolique. Dans les cultures où le langage est étroitement lié à l'efficacité rituelle, décrire un événement peut être une manière de le réactiver. Le silence devient alors une stratégie de mise à distance. En ne décrivant pas, on empêche le retour. La mémoire est conservée sous une forme minimale suffisante pour éviter la répétition, mais insuffisante pour susciter une fascination excessive. Cette hypothèse est renforcée par la sobriété constante des mentions. Il n'y a pas d'enjolivement progressif, pas d'accumulation de détails fantastiques. Au contraire, plus le temps passe, plus le récit se dépouille. Ce dépouillement n'est pas un affaiblissement, il est une stabilisation. La mémoire atteint un point d'équilibre où elle remplit sa fonction sans excéder les capacités du langage. Le résultat est une mémoire étrange, presque anonyme. Elle ne porte plus la voix des témoins directs. Elle ne transmet plus une expérience vécue. Elle transmet une conséquence. Cette conséquence est suffisamment claire pour orienter les comportements, mais trop abstraite pour être discutée. Le lieu est évité, le reste importe peu. Ce type de mémoire pose également la question de la responsabilité. Sans description, il n'y a plus de cause assignable. La catastrophe n'est plus attribuée à un acteur, humain ou divin. Elle devient un fait du monde au même titre qu'une montagne ou un désert. Cette naturalisation de l'événement peut être vue comme une forme de protection psychologique. Ce qui ne peut être attribué ne peut être reproché. Avec le temps, cette mémoire sans description devient vulnérable à la réinterprétation. Les générations ultérieures, privées des détails originaux, peuvent projeter leurs propres cadres explicatifs. Le religieux, le moral, le symbolique prennent le relais. Pourtant, même dans ces relectures, certains éléments résistent. Le lieu reste impropre, le sol ne change pas. L'air demeure lourd. Ces constantes matérielles limitent la liberté de l'interprétation. Il est frappant de constater que, malgré l'absence de description précise, les traditions restent étonnamment cohérentes sur les effets. Cette cohérence suggère une continuité d'observation, même fragmentaire. La mémoire n'est pas seulement textuelle, elle est environnementale. Elle est transmise par l'expérience indirecte, par les récits de voyageurs, par les échecs répétés d'installation. Ainsi, la mémoire transmise sans description n'est pas une mémoire appauvrie. Elle est une mémoire adaptée à un événement qui dépasse les capacités narratives ordinaires. Elle renonce à expliquer pour préserver l'essentiel. Elle accepte l'opacité comme une donnée, non comme un problème à résoudre. Cette opacité, cependant, n'est pas totale. Les indices matériels subsistent, les sols altérés, les résidus, les ruptures d'occupation continuent d'attirer l'attention. À mesure que les sociétés évoluent et que de nouveaux outils d'observation apparaissent, ces indices peuvent être relus autrement. Ce qui avait été conservé sous forme de silence peut redevenir objet d'enquête. C'est précisément à ce point que le regard change. Lorsque la mémoire textuelle ne suffit plus, d'autres disciplines tentent de combler les lacunes. Les vestiges, les strates, les anomalies du terrain deviennent des sources à part entière. La catastrophe, longtemps transmise sans description, commence alors à être interrogée à travers ses traces matérielles. Et c'est dans cette confrontation entre mémoire ancienne et observation moderne que s'ouvre une nouvelle phase de compréhension où les comparaisons archéologiques offrent un langage différent, non pour clore le récit, mais pour en déplacer à nouveau les limites. Lorsque l'archéologie moderne se penche sur les régions longtemps évitées par les textes anciens, elle ne cherche pas à confirmer un récit.
Elle commence par constater des anomalies. Les couches du sol ne se succèdent pas de manière régulière. Les traces d'occupation humaine s'interrompent sans transition progressive. Les matériaux changent brusquement de nature. Ces observations ne racontent rien par elles-mêmes, mais elles dialoguent silencieusement avec les absences consignées dans les traditions écrites. Dans plusieurs sites du Levant méridional et de la Mésopotamie périphérique, les fouilles ont mis en évidence des niveaux d'abandon qui ne correspondent pas aux schémas habituels. Il ne s'agit pas d'une destruction suivie d'une réoccupation rapide, comme on l'observe après des conflits ou des crises politiques. Il s'agit d'un arrêt prolongé. Les strates supérieures montrent parfois une dispersion de matériaux, une altération des surfaces, mais peu de signes d'une présence humaine organisée. Le vide est archéologiquement lisible. Ce qui retient l'attention des chercheurs, ce n'est pas seulement la violence apparente de la rupture, mais son uniformité relative sur une zone géographique circonscrite. Les sites affectés partagent certaines caractéristiques, tandis que des zones voisines, parfois très proches, montrent une continuité d'occupation. Cette juxtaposition renforce l'idée d'un phénomène localisé, mais suffisamment puissant pour remodeler durablement l'usage du territoire. Les matériaux retrouvés dans ces couches posent également question. On observe des traces de combustion qui ne s'accompagnent pas toujours d'indices de destruction militaire classique. Les structures ne sont pas systématiquement effondrées par des assauts. Les objets du quotidien ne sont pas toujours déplacés ou pillés. Dans certains cas, ils semblent figés, comme abandonnés dans un contexte devenu soudainement impropre à la vie ordinaire. Cette impression d'arrêt net rejoint les silences des textes anciens. Les analyses du sol révèlent parfois une composition inhabituelle, marquée par des concentrations anormales de certains résidus. Ces données, interprétées avec prudence, ne fournissent pas de récit clé en main. Elles indiquent simplement que le milieu a subi une transformation rapide et durable. L'archéologie, fidèle à sa méthode, ne cherche pas à nommer la cause ultime. Elle décrit les effets, les compare, les situe dans un cadre plus large. Cette posture rejoint paradoxalement celle des scribes anciens. Comme eux, les archéologues constatent une rupture sans toujours pouvoir en expliquer le mécanisme exact. La différence réside dans les outils, non dans l'attitude. Les textes et les vestiges convergent dans leur retenue. Aucun ne propose une explication totale. Tous enregistrent un déséquilibre persistant. Les comparaisons entre sites permettent néanmoins de dégager des motifs récurrents. Certaines villes montrent une destruction brutale suivie d'un abandon prolongé. D'autres présentent une altération progressive du sol, sans trace évidente de violence immédiate. Cette diversité suggère que l'événement n'a pas affecté tous les lieux de manière identique. Il a interagi avec des contextes locaux, des infrastructures, des environnements déjà fragiles ou, au contraire, plus résilients. Les chercheurs modernes ont parfois été tentés de rapprocher ces observations de récits anciens spécifiques. Les parallèles avec Sodome et Gomorrhe, par exemple, ont suscité de nombreuses hypothèses. Pourtant, les données archéologiques ne confirment ni n'infirment directement ces récits. Elles les rendent plausibles dans leur cadre général, sans valider leurs détails narratifs. Cette tension est productive. Elle empêche toute lecture simpliste. Il est significatif que certaines hypothèses avancées au fil du temps aient été abandonnées. Les premières interprétations ont parfois cherché des causes uniques, des événements isolés capables d'expliquer l'ensemble des anomalies. Avec l'accumulation des données, cette approche s'est révélée insuffisante. Les comparaisons montrent une complexité qui résiste à toute réduction. L'événement semble avoir été à la fois brutal et étendu dans le temps, localisé et diffus. Cette complexité rejoint l'impression laissée par les textes anciens. Eux aussi décrivent une catastrophe qui ne se laisse pas enfermer dans une seule catégorie. Elle n'est ni une guerre, ni une simple catastrophe naturelle, ni un effondrement économique progressif. Elle emprunte à chacun de ces registres sans s'y confondre. Les comparaisons archéologiques modernes, loin de simplifier le tableau, en renforcent l'étrangeté. Un autre point de convergence réside dans la durée des effets. Les fouilles montrent que certaines zones restent marginales bien après l'événement initial. Même lorsque les conditions générales semblent favorables à une réoccupation, ces sites ne sont pas investis. Cette persistance du vide archéologique correspond étroitement à la mémoire transmise sans description. Le sol, une fois altéré, conserve sa réputation bien au-delà de la mémoire du moment précis de sa transformation. Les outils modernes permettent également de comparer ces sites à d'autres régions du monde ayant subi des catastrophes différentes. Ces comparaisons mettent en évidence des écarts significatifs.
Les destructions par incendie accidentel, par exemple, laissent des signatures distinctes. Les séismes produisent des motifs reconnaissables. Les inondations laissent d'autres types de traces. Les sites associés à la catastrophe étudiée ne correspondent pleinement à aucun de ces modèles connus. Ils occupent une zone intermédiaire difficile à classer. Cette difficulté de classification est l'un des apports majeurs de l'archéologie contemporaine à l'enquête. Elle montre que l'événement ne peut être compris uniquement à partir de catégories familières. Il exige une approche comparative, attentive aux écarts autant qu'aux ressemblances. Les textes anciens, par leur prudence et leur économie narrative, semblèrent déjà l'indiquer. Il serait tentant de voir dans ces comparaisons une validation tardive des récits anciens. Mais cette lecture serait réductrice. L'archéologie ne confirme pas une histoire. Elle confirme une anomalie. Elle établit que quelque chose d'inhabituel s'est produit, sans prétendre en épuiser le sens. Cette modestie rejoint celle des scribes, qui ont consigné les effets sans nommer la cause. Les comparaisons archéologiques modernes ne referment donc pas l'enquête. Elles l'approfondissent. Elles montrent que le silence des textes n'était pas un manque d'information, mais peut-être une forme de lucidité. Face à un événement qui excédait les cadres habituels, la description exhaustive aurait été trompeuse. Le choix de l'allusion, de la notation partielle, de l'absence assumée, était peut-être la manière la plus fidèle de transmettre ce qui avait été vécu. En mettant en regard les vestiges matériels et les récits fragmentaires, un espace de réflexion s'ouvre. Ni les textes ni les fouilles ne suffisent seuls. Ensemble, ils dessinent les contours d'un événement qui a modifié durablement le paysage et la mémoire, sans jamais se laisser entièrement saisir. Cette résistance à la compréhension totale n'est pas un échec. Elle est une donnée centrale. C'est précisément cette résistance qui conduit à la dernière interrogation. Si les textes ont refusé de nommer, si l'archéologie constate sans conclure, alors il reste à examiner ce que ces traditions ont consciemment laissé dans l'ombre. Non par ignorance, mais peut-être par nécessité. Car certaines catastrophes ne sont pas seulement difficiles à expliquer, elles sont difficiles à dire. Et ce refus de nomination, inscrit au cœur même des sources, constitue peut-être l'indice le plus révélateur de l'ensemble. À mesure que l'enquête progresse, une limite devient perceptible. Elle n'est pas imposée par l'érosion du temps ou par la perte des sources. Elle semble inscrite dès l'origine. Les textes anciens, qu'ils soient administratifs, religieux ou narratifs, s'arrêtent toujours au même seuil. Ils décrivent les effets, consignent les absences, notent les altérations durables, mais ils s'abstiennent de nommer précisément ce qui a provoqué la rupture. Ce silence n'est ni accidentel ni marginal. Il est cohérent, répété, presque méthodique. Dans les traditions mésopotamiennes, le langage est pourtant riche en catégories. Les scribes savent nommer les guerres, les famines, les épidémies, les colères divines, les désastres naturels. Ils disposent d'un vocabulaire étendu pour classer les malheurs du monde. Lorsqu'un événement échappe à ces catégories, le texte ne crée pas un mot nouveau. Il contourne, il décrit sans qualifier, il enregistre sans expliquer. Ce choix n'est pas neutre. Il indique que ce qui s'est produit ne trouvait pas de place stable dans les cadres existants. Le refus de nommer apparaît d'abord dans la manière dont la destruction est évoquée. Les verbes sont souvent généraux. Détruire, renverser, rendre désert. Ils ne précisent ni l'agent ni le mécanisme. Cette généralité contraste avec la précision habituellement accordée aux causes. Lorsqu'un roi attaque, son nom est donné. Lorsqu'un dieu intervient, son attribut est mentionné. Ici, l'action est détachée de toute figure identifiable. Elle semble se produire sans sujet clairement désigné. Dans la Bible hébraïque, cette indétermination est partiellement comblée par le langage théologique. La destruction est attribuée à une décision divine. Pourtant, même dans ce cadre, le mécanisme reste flou. Le texte ne s'attarde pas sur le comment. Il n'en donne pas la logique interne. Le feu tombe, mais sa nature n'est pas décrite. La pluie est mentionnée, mais sans caractéristiques détaillées. Le récit se concentre sur la conséquence morale, laissant l'événement matériel dans une zone d'ombre. Cette retenue est d'autant plus notable que les auteurs bibliques n'hésitent pas ailleurs à décrire des phénomènes extraordinaires avec précision. Les fléaux, les signes, les prodiges sont souvent détaillés. Leur absence de description ici ne peut être attribuée à une incapacité générale à représenter l'exceptionnel. Elle semble relever d'un choix spécifique. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la grandeur de l'événement, mais son caractère inclassable. Les traditions orales, lorsqu'elles subsistent, prolongent ce refus. Elles parlent d'un feu ancien,
d'une terre altérée, d'un passé lourd, sans jamais tenter de reconstruire l'événement initial. Les récits se figent autour de formules vagues. Quelque chose s'est produit, quelque chose a changé. La précision est absente, mais la certitude demeure. Cette combinaison est rare. Elle suggère une mémoire contrainte maintenue à distance d'un noyau inaccessible. Il est possible que ce refus de nommer soit lié à une expérience collective de dépassement. Les sociétés anciennes, confrontées à un phénomène qui excédait leur compréhension, auraient choisi de ne pas le fixer dans le langage. Nommer, c'est classer. Classer, c'est rendre manipulable. Or, tout indique que l'événement ne pouvait être ni maîtrisé ni intégré à une logique causale familière. Le silence devient alors une forme de fidélité à l'expérience. Cette fidélité se manifeste aussi dans la structure des récits. Les textes ne cherchent pas à combler les vides par des inventions tardives. Ils acceptent l'incomplétude. Ils la transmettent telle qu'elle. Cette transmission de l'incertitude est remarquable. Elle suppose une confiance dans la capacité des générations futures à reconnaître les limites de ce qui peut être su. Le texte n'impose pas une explication rassurante. Il laisse subsister l'opacité. Le refus de nommer peut également être compris comme une stratégie de protection. Certains événements, une fois nommés, acquièrent une existence conceptuelle qui permet leur reproduction symbolique. En ne nommant pas, les textes empêchent la fixation d'un modèle. Ils évitent que la catastrophe devienne un scénario reproductible ou une référence technique. Elle reste unique, irréductible, hors norme. Cette hypothèse est renforcée par l'absence de toute tentative de réappropriation technique. Les textes ne cherchent pas à tirer des leçons pratiques pour prévenir une répétition du phénomène. Ils ne proposent pas de contre-mesures. Ils ne recommandent pas de changements structurels visant à éviter une catastrophe similaire. Cette absence de prescription suggère que l'événement était perçu comme fondamentalement non maîtrisable. Il est également significatif que les textes ne décrivent pas de survivants directs capables de témoigner de l'événement. Les récits parlent d'observateurs lointains, de descendants, de voyageurs. Le point de vue interne manque. Cette absence pourrait être accidentelle, mais elle s'accorde avec l'ensemble. L'événement semble avoir laissé peu de témoins capables de le formuler. La mémoire se construit donc à partir des traces, non des récits vécus. Avec le temps, ce refus de nommer devient une caractéristique centrale de la tradition. Il est reproduit, parfois inconsciemment, par les auteurs ultérieurs. Les exégètes, les chroniqueurs, les commentateurs héritent d'un texte qui ne dit pas tout. Certains tentent d'interpréter, d'autres de moraliser, mais rares sont ceux qui osent combler le vide par une description précise. Le respect du silence semble faire partie de la transmission. Ce respect n'exclut pas la curiosité. Il la canalise. Les questions subsistent, mais elles sont déplacées. On s'interroge sur les signes, sur les effets, sur la durée, sur les conséquences. La cause ultime reste hors champ. Cette organisation du questionnement est révélatrice. Elle indique que le cœur de l'événement est considéré comme inaccessible, mais que ses marges peuvent être explorées. L'archéologie moderne, en apportant de nouvelles données, n'a pas levé ce refus. Elle l'a confirmé sous une autre forme. Les vestiges montrent des anomalies sans fournir de mécanisme unique. Les comparaisons multiplient les hypothèses sans en stabiliser aucune. La science contemporaine rejoint ainsi, malgré des outils différents, la prudence des textes anciens. Elle décrit ce qu'elle observe et s'arrête là où les preuves se taisent. Ce qui demeure, au terme de ce parcours, n'est pas une explication définitive, mais une structure de silence. Ce silence n'est pas vide. Il est entouré de faits, de traces, de constats répétés. Il est délimité avec soin. Les textes savent jusqu'où ils peuvent aller. Ils s'arrêtent ensemble au même point. Cette convergence négative est peut-être l'indice le plus fort de l'ensemble. Ce que les textes refusent de nommer n'est pas nécessairement inconnaissable. Il est peut-être simplement irreprésentable dans les cadres disponibles au moment de l'écriture. Le refus n'est pas un aveu d'ignorance, mais une reconnaissance de limite. Cette reconnaissance traverse les siècles sans être remise en cause. Et c'est précisément cette limite assumée qui ouvre la dernière question. Si un événement a laissé des traces si durables, s'il a transformé le paysage, le temps, le langage et la mémoire, sans jamais être nommé, alors ce silence lui-même devient une donnée historique. Il ne demande pas à être comblé, il demande à être observé, car parfois, ce que les textes ne disent pas est ce qu'ils ont jugé le plus fidèle à transmettre. Lorsque les textes cessent de parler des vents et des sols, ils laissent place à une autre forme de témoignage, plus silencieuse encore, la pierre. Non pas la pierre monumentale des temples ou des murailles,
mais celle du paysage ordinaire. Roches affleurantes, blocs éboulés, fondations abandonnées. Les récits anciens ne s'y attardent pas longuement, mais lorsqu'ils la mentionnent, c'est toujours pour signaler une altération inhabituelle, une transformation qui ne relève ni de l'érosion lente ni de l'usage humain. Dans certaines traditions mésopotamiennes tardives, on trouve des allusions à des pierres devenues inutilisables. Elles se fissurent, se pulvérisent, ou au contraire se durcissent à l'excès. Ces observations apparaissent dans des contextes pratiques liés à la construction ou à la réutilisation de matériaux anciens. Le ton reste factuel. La pierre ne se comporte plus comme attendu. Elle ne répond plus aux techniques connues. Ce constat suffit à expliquer son abandon. La Bible hébraïque, de manière plus indirecte, évoque aussi cette altération. Le paysage autour des villes détruites est décrit comme figé, minéral, dépourvu de toute souplesse. La terre n'absorbe plus. La pierre ne sert plus de fondation. Le récit ne cherche pas à expliquer cette rigidité nouvelle. Il la constate, comme un prolongement naturel de la destruction initiale. La chaleur n'est plus visible, mais ses effets semblent inscrits dans la matière même du lieu. Ce qui distingue ces mentions de simples descriptions de ruines, c'est leur insistance sur la durée. Les pierres ne sont pas simplement noircies ou brisées. Elles semblent avoir conservé une trace, une mémoire matérielle de ce qui les a affectées. Les textes parlent de surfaces altérées de manière permanente, de matériaux qui ne retrouvent jamais leur état antérieur. Cette irréversibilité est essentielle. Elle suggère que la transformation n'a pas été superficielle. Les traditions orales, recueillies bien plus tard, prolongent ces observations sous une forme différente. Elles évoquent des pierres chaudes longtemps après la disparition des flammes visibles, des roches qui brûlent les mains sous le soleil ordinaire, des sols minéraux qui rendent le repos difficile même à l'ombre. Ces récits ne cherchent pas à convaincre, ils servent à prévenir. La pierre elle-même devient un avertissement. Dans le monde ancien, la pierre est associée à la permanence. Elle est ce qui dure lorsque le bois pourrit et que l'argile se délite. Lorsqu'un texte suggère que la pierre a été altérée, il signale une rupture profonde. Ce n'est pas seulement l'architecture qui a été détruite, mais la stabilité même du milieu. La chaleur, dans ce contexte, n'est plus un phénomène passager. Elle devient une propriété inscrite dans la matière. Les fouilles archéologiques modernes ont parfois mis en évidence des pierres présentant des altérations inhabituelles dans certaines zones. Ces observations sont décrites avec prudence. Elles ne sont pas généralisées. Elles apparaissent de manière localisée, souvent associées à des niveaux d'abandon prolongés. Les pierres montrent des signes de transformation qui ne correspondent pas aux usages domestiques ordinaires. Là encore, aucune conclusion définitive n'est tirée. Les données sont consignées, comparées, puis laissées ouvertes. Ce dialogue implicite entre les textes et les vestiges est révélateur. Les auteurs anciens n'avaient pas besoin d'expliquer ce qu'ils observaient. La pierre parlait d'elle-même. Lorsqu'elle devenait inutilisable, lorsqu'elle cessait d'être un support fiable, cela suffisait à justifier l'abandon d'un site. La chaleur, même absente en apparence, avait laissé une empreinte durable, suffisamment évidente pour orienter les décisions humaines. Il est important de noter que ces altérations ne sont pas décrites comme universelles. Elles concernent des zones précises, des secteurs bien délimités. Les pierres voisines, parfois à faible distance, ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Cette localisation renforce l'idée d'un événement concentré, mais d'une intensité suffisante pour modifier durablement la matière. Le paysage devient hétérogène, marqué par des poches d'altération irréversibles. Dans les textes administratifs, cette hétérogénéité se traduit par des choix pragmatiques. Les matériaux récupérés dans certaines zones ne sont plus utilisés pour la construction officielle. Ils sont jugés instables, peu fiables. Ces décisions ne sont pas justifiées par des récits mythiques. Elles reposent sur une expérience répétée de l'échec. La pierre ne tient pas. Elle se dégrade. Elle n'offre plus la sécurité attendue. Cette perte de fiabilité de la pierre a des conséquences symboliques profondes. Dans les cultures anciennes, bâtir en pierre est un acte de projection dans le temps. C'est affirmer une continuité, une stabilité. Lorsqu'un lieu ne permet plus cette projection, il cesse d'être un espace d'avenir. Il devient un vestige sans descendance. La chaleur inscrite dans la pierre transforme ainsi le rapport au temps autant qu'au lieu. Les textes ne développent pas cette dimension symbolique de manière explicite. Ils n'en ont pas besoin. La simple mention de pierres altérées suffit à évoquer un monde où les fondations elles-mêmes sont compromises. Le silence qui entoure ces observations renforce leur portée. Ce qui est évident n'a pas besoin d'être expliqué.
Dans certaines traditions plus tardives, la pierre altérée devient un motif de méditation. Elle est associée à la stérilité, à l'irréversibilité, à la fin d'un cycle. Mais même dans ses usages symboliques, la référence matérielle n'est jamais totalement effacée. La pierre n'est pas une métaphore abstraite. Elle renvoie à une expérience concrète, partagée, transmise sans embellissement. Cette persistance matérielle contribue à expliquer pourquoi certaines régions ont été évitées si longtemps. Même lorsque les effets les plus visibles de la catastrophe se sont atténués, la pierre continuait de témoigner. Elle empêchait la reconstruction. Elle rendait tout projet incertain. Les sociétés anciennes, attentives aux signes de stabilité, ont interprété cette altération comme un signal clair. Le lieu n'était pas prêt à accueillir une nouvelle installation. La chaleur inscrite dans la pierre agit ainsi comme une mémoire autonome. Elle ne dépend pas des récits. Elle ne nécessite pas de transmission orale complexe. Elle est immédiatement perceptible pour ceux qui s'approchent du site. Cette autonomie de la trace matérielle explique peut-être la sobriété des textes. Pourquoi décrire longuement ce que le lieu lui-même manifeste encore ? Il est également possible que cette inscription matérielle ait contribué au refus de nommer la cause. Lorsque les effets sont si durables, la question du mécanisme devient secondaire. Ce qui importe, c'est la conséquence. La pierre ne se prête plus à l'usage humain. Le reste relève d'une curiosité sans utilité pratique. Les textes, fidèles à une logique d'efficacité, se concentrent sur ce qui oriente l'action. Avec le temps, cette orientation devient une norme culturelle. Les lieux marqués par une pierre altérée sont classés comme impropres, sans débat. Leur statut ne dépend plus d'un souvenir précis, mais d'une observation répétée. La mémoire collective se simplifie. Elle se fixe autour d'un critère tangible. La pierre ne ment pas. Cette confiance dans la matière est caractéristique des sociétés anciennes. Elle ne repose pas sur une théorie, mais sur une expérience cumulative. Lorsque la pierre cesse d'être fiable, le lieu perd sa valeur. Cette perte est acceptée, intégrée, transmise. Elle ne suscite pas de tentative de correction. Elle marque une limite. Ainsi, la chaleur inscrite dans la pierre n'est pas seulement un vestige de la catastrophe. Elle est un agent actif de la mémoire. Elle prolonge l'événement dans le temps, bien après la disparition de toute flamme visible. Elle empêche l'oubli sans nécessité de récit. Elle inscrit la rupture dans la matière même du monde. Cette inscription matérielle prépare une dernière transformation. Lorsque les lieux deviennent durablement impropres, lorsque la pierre elle-même refuse l'installation humaine, ceux qui survivent doivent se redéfinir ailleurs. Ils deviennent des populations sans territoire d'origine, des survivants contraints à l'errance ou à l'intégration dans d'autres espaces. C'est cette condition humaine, façonnée par la perte d'un sol devenu inhabitable, que la suite devra examiner, non à travers les villes détruites, mais à travers ceux qui ont continué à vivre après elles. Lorsque les lieux deviennent impossibles à habiter, la catastrophe cesse d'être uniquement spatiale. Elle devient humaine. Les textes anciens, pourtant avares de détails narratifs, laissent entrevoir cette transformation à travers des absences encore plus difficiles à interpréter. Les villes disparaissent, mais avec elles disparaît aussi une catégorie fondamentale de l'existence ancienne, l'appartenance territoriale. Ceux qui survivent ne sont plus définis par un lieu, mais par un déplacement. Les archives mésopotamiennes sont révélatrices parce qu'elles ne montrent plus. Les noms propres associés aux régions détruites cessent d'apparaître. Ils ne réapparaissent pas ailleurs sous une forme identifiable. Il n'y a pas de liste de déportation, pas de registre de redistribution de population, pas de mention de communautés déplacées conservant leur identité. Cette disparition administrative suggère une rupture plus profonde que l'exil ordinaire. Les survivants ne forment pas un groupe transférable, ils se dissolvent dans d'autres populations ou sortent entièrement du champ de l'écriture. Dans les sociétés anciennes, l'identité est indissociable du territoire. Le nom d'un individu est souvent lié à une ville, à un champ, à une divinité locale. Perdre le sol, c'est perdre le cadre qui permet d'être nommé. Les textes semblent refléter cette perte radicale. Les survivants ne sont pas décrits comme des réfugiés organisés. Ils ne deviennent pas un peuple en exil avec une mémoire collective structurée. Leur trace est fragmentaire, diffuse, presque invisible. La tradition biblique, bien que plus narrative, conserve elle aussi cette étrangeté. Les survivants de la destruction de Sodome et Gomorrhe ne fondent pas de nouvelles cités. Ils ne transmettent pas un héritage urbain. Leur descendance est évoquée de manière indirecte, souvent problématique, sans ancrage territorial clair. Le récit ne célèbre pas une renaissance.
Il souligne une continuité fragile, marquée par la perte irréversible du lieu d'origine. Cette fragilité se manifeste dans le langage. Les survivants sont rarement désignés par un nom collectif stable. Ils sont définis par leur relation à l'événement, non par leur appartenance à un espace. Cette définition négative est significative. Elle montre que la catastrophe n'a pas seulement détruit des villes, mais aussi les cadres sociaux permettant de reconstituer une communauté identifiable. Dans les traditions orales, cette condition se traduit par des figures errantes, des groupes sans origine précise, porteurs d'un savoir fragmentaire, souvent réduits à des avertissements ou à des récits laconiques. Ces figures ne revendiquent pas un territoire perdu. Elles vivent dans l'intervalle, intégrées ailleurs, mais toujours marquées par une absence. Leur mémoire n'est pas celle d'une patrie idéalisée, mais celle d'un sol devenu impossible. Il est important de noter que cette errance n'est pas glorifiée. Les textes ne transforment pas les survivants en héros fondateurs. Ils ne leur attribuent pas un rôle central dans l'histoire ultérieure. Cette absence de valorisation contraste avec d'autres récits de destruction où les survivants deviennent les porteurs d'un renouveau. Ici, la continuité humaine est maintenue, mais elle n'est pas mise en récit comme une victoire. Cette retenue peut être interprétée comme un indice supplémentaire de la nature de la catastrophe. Lorsque la destruction laisse derrière elle un territoire récupérable, même au prix de grandes souffrances, les survivants peuvent se projeter dans l'avenir. Ils reconstruisent, transmettent, réaffirment leur identité. Lorsque le sol lui-même est compromis, cette projection devient impossible. L'avenir doit être imaginé ailleurs, souvent sans récit fondateur clair. Les archives administratives suggèrent que ces survivants ont été absorbés par d'autres structures sociales. Ils deviennent indistincts. Leur expérience spécifique n'est pas conservée comme telle. Cette absorption n'est pas nécessairement violente. Elle est silencieuse. Elle résulte d'une nécessité pratique. Sans territoire propre, il n'y a pas de base pour une autonomie durable. L'intégration devient la seule option viable. Cette intégration, cependant, ne signifie pas l'oubli total. Les survivants portent avec eux des savoirs implicites, des gestes évités, des itinéraires modifiés, des récits lacunaires transmis dans des contextes privés. Ces savoirs ne trouvent pas toujours leur place dans les textes officiels, mais ils influencent les comportements collectifs. La mémoire de la catastrophe se diffuse ainsi à travers des pratiques plutôt que des récits. Dans certaines traditions, on observe des interdits transmis sans justification explicite. Ne pas s'installer dans telle zone, ne pas utiliser certaines pierres, ne pas boire certaines eaux. Ces interdits ne sont pas accompagnés d'une histoire complète. Ils sont présentés comme des évidences héritées. Il est possible que ces règles soient les derniers vestiges d'une expérience vécue par des survivants devenus anonymes. La perte de territoire affecte également la transmission du langage. Les mots associés aux lieux disparaissent ou changent de sens. Les toponymes deviennent des symboles, détachés de leur usage quotidien. Ils cessent de désigner des espaces vécus pour devenir des repères abstraits. Cette transformation linguistique reflète une réalité sociale. Le lieu n'est plus habité, donc plus parlé. Avec le temps, cette absence de territoire d'origine modifie la manière dont les communautés se représentent elles-mêmes. L'identité devient plus mobile, plus adaptable, mais aussi plus fragile. Les survivants et leurs descendants doivent composer avec une mémoire incomplète, sans ancrage matériel stable. Cette condition peut favoriser l'intégration, mais elle peut aussi générer une tension permanente entre l'appartenance et la perte. Les textes anciens n'analysent pas cette tension. Ils la laissent transparaître à travers des choix narratifs. Les survivants ne sont pas au centre. Ils apparaissent en marge, souvent brièvement, puis disparaissent à nouveau. Cette marginalité n'est pas un oubli. Elle est une conséquence directe de la destruction du territoire. Sans lieu, il n'y a pas de récit central possible. Cette situation explique peut-être pourquoi la mémoire de la catastrophe s'est déplacée vers le paysage plutôt que vers les personnes. Les villes détruites, les sols altérés, les zones évitées deviennent les véritables porteurs du souvenir. Les survivants, eux, se fondent dans le flux de l'histoire générale. Leur expérience spécifique est dissoute, mais ses effets persistent à travers des pratiques collectives. La figure du survivant sans territoire est ainsi profondément différente de celle du survivant héroïque que l'on trouve dans d'autres traditions. Elle est discrète, presque effacée. Elle ne cherche pas à transmettre un récit complet. Elle transmet des limites. Elle apprend où ne pas aller, quoi ne pas faire. Cette transmission négative est peut-être l'une des formes les plus durables de la mémoire humaine. En observant cette condition, on comprend mieux le silence des textes sur l'événement initial.
Si ceux qui l'ont vécu n'ont pas pu conserver une identité territoriale stable, il est peu probable qu'ils aient pu transmettre un récit structuré sur plusieurs générations. La mémoire s'est fragmentée dès l'origine. Elle s'est dispersée avec les individus sans jamais se recomposer entièrement. Cette dispersion explique aussi pourquoi les traditions ultérieures ont dû s'appuyer sur des signes matériels et des cadres symboliques pour maintenir le souvenir. Les survivants n'étaient plus là pour raconter. Le sol, la pierre, l'air ont pris le relais. La catastrophe est devenue une donnée du monde, non un épisode transmis par des témoins identifiables. Ainsi, les survivants sans territoire ne sont pas seulement une conséquence humaine de la destruction. Ils sont une clé pour comprendre la forme même de la mémoire transmise. Leur disparition progressive du récit explique l'importance accordée aux absences, au silence, aux effets durables. Ce sont ces éléments impersonnels qui ont porté le souvenir à travers le temps. Cette condition humaine, marquée par la perte d'un lieu impossible à retrouver, conduit à une dernière réflexion. Lorsque la catastrophe efface à la fois les villes et ceux qui auraient pu en témoigner, ce qui reste n'est ni un récit ni une explication, mais une énigme stable. Une catastrophe sans vocabulaire propre, transmise par ses conséquences plutôt que par ses causes. C'est cette forme ultime de mémoire, dépouillée de toute description mais toujours active, que le dernier segment devra considérer non comme un manque, mais comme un aboutissement. À la fin de cette traversée des textes, des sols et des silences, il ne reste pas une explication, mais une configuration, un ensemble de signes cohérents qui n'aboutissent pas à un nom. Cette absence de vocabulaire n'est pas un échec de la transmission. Elle en est la forme la plus aboutie. Les sociétés anciennes ont transmis ce qu'elles pouvaient sans réduire l'événement à une catégorie trompeuse. Elles ont laissé intacte la part qui résistait à la compréhension, comme si la fidélité au réel exigeait de ne pas tout dire. Une catastrophe sans vocabulaire n'est pas une catastrophe oubliée. Elle est au contraire maintenue dans un état de présence discrète. Elle ne circule pas sous forme de récit détaillé, mais comme une contrainte intégrée. Les textes ne la racontent pas. Ils s'organisent autour d'elle. Les territoires sont redessinés, les pratiques sont modifiées, les interdits sont stabilisés. La mémoire agit sans passer par la description. Dans les traditions anciennes, le langage n'est pas seulement un outil de communication. Il est un moyen de mise en ordre. Nommer, c'est classer. Classer, c'est rendre opérable. Face à un événement qui a rendu un territoire durablement impropre, qui a effacé des villes sans permettre leur retour, qui a dissous les communautés sans produire de nouveaux centres, le langage ordinaire devenait insuffisant. Toute tentative de nomination aurait donné l'illusion d'une maîtrise. Le silence a été préféré. Ce choix n'a pas été formulé comme tel. Il s'est imposé progressivement. Les premiers témoins ont peut-être tenté de dire. Leurs mots n'ont pas survécu. Ce qui a traversé le temps, ce sont les formes stables, les sols altérés, les zones évitées, les toponymes devenus avertissements. La mémoire s'est matérialisée parce que le langage n'a pas tenu. Ce processus explique la remarquable cohérence des traditions malgré leur pauvreté descriptive. Les textes ne s'accordent pas sur les causes, ni sur les dates, ni sur les mécanismes. Ils s'accordent sur les effets. Cette convergence n'est pas le fruit d'une transmission doctrinale. Elle résulte d'une expérience répétée du même constat. Le lieu ne revient pas. Le sol ne répond plus. L'espace est retranché du monde habitable. Dans ce contexte, le religieux, l'administratif et l'oral ne sont pas des registres concurrents. Ils sont des réponses complémentaires à une même impossibilité. Le religieux fournit un cadre de sens lorsque le mécanisme échappe. L'administratif fixe les conséquences pratiques sans justification détaillée. L'oral transmet des avertissements dépouillés de toute narration. Ensemble, ils maintiennent une mémoire fonctionnelle sans la figer dans une explication. Il est significatif que cette mémoire n'ait pas donné naissance à un mythe élaboré. Les sociétés anciennes ont produit des récits cosmiques, des généalogies complexes, des théogonies détaillées. Elles auraient pu intégrer la catastrophe dans un grand récit fondateur. Elles ne l'ont pas fait. Le refus de mythologisation est aussi important que le refus de nomination. Il indique que l'événement ne pouvait être élevé au rang de modèle. Il devait rester un cas à part. Cette singularité explique pourquoi la catastrophe n'a pas été utilisée comme un outil de légitimation politique durable. Aucun pouvoir ne s'en réclame. Aucun empire ne la revendique comme origine. Elle n'est ni une victoire ni une fondation. Elle est un seuil négatif. Un point au-delà duquel certaines formes de vie ne sont plus possibles.
Cette fonction de limite est essentielle. Elle structure l'espace sans nourrir l'idéologie. Avec le temps, cette limite devient presque invisible. Les générations successives n'ont plus besoin de savoir ce qui s'est produit. Il leur suffit de savoir où ne pas aller. La mémoire atteint alors son état le plus stable. Elle n'est plus interrogée, elle est intégrée. Le lieu impropre devient une évidence géographique, comme un désert ou une mer intérieure. La catastrophe se fond dans le paysage. C'est à ce stade que le regard moderne éprouve une frustration particulière. Habitué à chercher des causes, des mécanismes, des explications complètes, il se heurte à un mur de retenue. Les textes anciens ne livrent pas ce que l'on attend d'eux. Ils ne répondent pas à la question du comment. Ils ne proposent pas de scénario. Ils opposent une résistance calme, presque indifférente à toute tentative de réduction. Cette résistance n'est pas hostile. Elle est cohérente. Elle invite à une autre posture. Non pas combler les vides, mais les reconnaître comme des données. Non pas forcer une explication, mais observer les effets transmis. La catastrophe sans vocabulaire ne demande pas à être nommée. Elle demande à être comprise comme une limite de la compréhension. L'archéologie moderne, en révélant des anomalies sans fournir de récits définitifs, a rejoint cette posture sans toujours le vouloir. Elle a multiplié les indices, affiné les comparaisons, éliminé certaines hypothèses. Elle n'a pas produit de conclusion totale. Ce résultat, souvent perçu comme insatisfaisant, est peut-être le plus fidèle à l'événement lui-même. Une catastrophe qui a effacé ses propres conditions de narration ne peut être reconstruite intégralement. Ce qui subsiste alors n'est pas une histoire à raconter, mais une configuration à reconnaître. Un territoire qui ne revient pas. Une mémoire qui agit sans se dire. Un silence structuré, transmis avec rigueur. Les textes anciens, loin d'être déficients, ont peut-être atteint ici une forme de précision maximale. Ils ont dit exactement ce qu'ils pouvaient dire, et se sont tus là où cela devenait nécessaire. Cette nécessité du silence n'est pas un renoncement. Elle est une forme de savoir négatif. Elle indique que certaines transformations du monde ne peuvent être intégrées sans reste. Elle laisse des zones muettes, non parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'elles excèdent les cadres disponibles. La catastrophe sans vocabulaire est la reconnaissance de cette excédence. En fin de parcours, il ne reste donc pas une réponse, mais une disposition. Une manière de lire les textes sans les contraindre. Une manière de regarder le paysage comme une archive active. Une manière d'accepter que certaines catastrophes ne se livrent pas autrement que par leurs effets durables. Ce n'est pas une invitation à la spéculation, mais à la retenue. Les sociétés anciennes ont vécu avec cette retenue pendant des siècles. Elles ont intégré la catastrophe à leur monde sans chercher à la posséder par le langage. Elles ont transmis une mémoire qui ne rassure pas mais qui fonctionne. Une mémoire qui n'explique pas mais qui prévient. Une mémoire qui ne se clôt pas mais qui persiste. Ainsi, la catastrophe sans vocabulaire n'est pas un vide à combler. Elle est un point d'équilibre atteint après l'effondrement. Un état où le monde continue malgré une rupture irréversible. Les textes, en se taisant, ont peut-être fait ce que le langage peut faire de plus juste face à l'incompréhensible. Ils ont laissé la place à une compréhension lente, indirecte, toujours inachevée, mais étonnamment stable. Et dans ce silence maintenu, quelque chose demeure, non comme une énigme à résoudre, mais comme une présence qui ne disparaît pas. Une transformation inscrite dans l'espace, transmise sans récit, conservée sans mots. Une catastrophe qui, précisément parce qu'elle n'a jamais été nommée, n'a jamais cessé d'être prise au sérieux.